Quand on te dit sur YouTube ou sur Insta ou TikTok même maintenant que tu peux être entrepreneur, boire des matchas, bosser 1 heure par jour et prendre 20, 30, 40 000 euros par mois, franchement bravo des deux mains, mais la majorité des entrepreneurs c'est pas ça. C'est créer ta boîte. Si elle marche, t'as un troisième associé, Ouais, l'État. ouais. Si elle marche pas, personne va t'aider. Globalement, il y a un mec qui vient me voir, il me dit ouais toi t'es juif non? Je dis, Il a juste. ouais, mot pour mot. Juste. Ouais, t'es juif. Ouais, t'es juif toi. Ok. Je dis ouais, c'est quoi le rapport? Les premières livraisons arrivent et là le téléphone sonne. Ouais, c'est n'importe quoi, il y a une faute d'orthographe sur le slogan, le logo il est coupé en deux, il y a un trait au milieu, il y a ci, il y a ça. Tu appelles une grosse usine comme on le faisait, ils s'en tapent du logo. C'est pas leur problème, c'est pas eux qui vont le regarder. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ça y est, de retour avec le premier podcast à proprement parler après l'actu hebdo que vous avez pu voir la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais du coup voilà, bienvenue. Aujourd'hui on est avec Simon Nabé et présente-le. Simon, comment ça va? Ça va et toi? Ça va et vous? Bah ouais, super, merci. Très bien, on est très heureux de t'accueillir. Simon, tu m'as contacté il y a 6 mois en aléatoire sur LinkedIn. J'ai reçu ton message et le premier truc que tu m'as dit, c'est écoute, je suis entrepreneur, je suis jeune papa, j'ai monté une boîte qui s'appelle Bureau des Goodies BDG. Et en fait, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est légendaire parce que moi, dans mon école de commerce, c'est un truc c'est un service que j'ai utilisé en fait, tu vois. Donc, Bureau des Goodies, c'est. J'espère que t'es passé par nous. Mais évidemment, je passais par vous. Ça va. Par le bureau de Paris et tout, tu vois. Ah, non, c'était très drôle. Et bon, après, on a bossé avec Hermès, mais ça, c'est un autre. Je vais partir, moi. Donc, Bureau des Goodies, c'est des vêtements personnalisés. Et vous avez commencé beaucoup par les étudiants, mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Et donc, dans ton message, tu me dis Bureau des Goodies, jeune papa, je suis entrepreneur et j'ai des histoires de fous à vous raconter. Et donc, je vois le message. Nous, c'était une phase où j'étais à Bruxelles, Maxime était en Irlande. Ah, du blanc, ouais. Donc, c'était une phase un peu compliquée pour reprendre tout ça. Et puis, on avait l'idée de ce studio. Et je me suis dit, en fait, en reprenant, donc j'avais bien gardé ton numéro, en reprenant en septembre, je me suis dit, putain, je vais lui envoyer un message, mais je lui ai dit que je le recontacterai 2 semaines après, ça fait 5 mois. C'est de longues semaines. Ouais, il y a eu beaucoup de temps. beaucoup de temps. Et tu m'as répondu direct, tu m'as dit que tu étais chaud, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Ça fait Merci. très plaisir, on est très heureux de t'accueillir. Et donc, Bureau des Goodies, c'est terminé maintenant. C'est terminé, ça a été vendu fin 2022. Ok. Ouais. Et donc, tu as créé directement un groupe qui s'appelle Atmada. Directement, pas exactement. J'ai fait un petit tour du monde avec ma femme. J'ai rien foutu pendant quelques semaines, mois. C'était assez mérité pour le coup. T'as le droit. Ouais. Et l'ennui étant venu assez vite, ouais, j'ai relancé Atmada en 2023. Ok. Et ça va faire 2 ans et demi bientôt 3 même. Et puis on avance quoi. Ça, c'est beau. Mais l'idée de cet épisode, c'est de se faire une petite discussion en fait sur l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, bon, savoir un peu qui tu es, ce que tu as fait, etc. et comment tu en es arrivé là. Tu as 30 ans, 31 du coup 31, ouais. 31. Tu as une fille et une en route. C'est ça, exactement. Et tu as fait une école de commerce. Tu as fait Kedge. Putain, t'as vu comment j'ai Très révisé bonne mémoire. Quel j'ai des zingues maintenant ou un peu plus tard dans l'épisode? Ça, on va se les faire un peu plus tard. Ouais. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Mais ouais, du coup, on va retracer un peu ton parcours. Tu vois, on va faire un peu chronologiquement parlant. Ouais. Donc, on va commencer avec ton enfance, etc. Voir qui t'étais, qui était Simon Nabé Ouais. quand il était petit. Et on va dérouler le truc au fur et à mesure pour voir comment t'as choisi ta voie, comment t'as réussi à monter Ouais. des boîtes comme ça et comment t'as réussi à réussir, quoi, tout simplement. Et l'idée après, c'est aussi de se faire un petit moment sur la génération Z, sur la fiscalité en France, l'entrepreneuriat. On va se réserver ça pour la fin du podcast, mais on a bien envie d'avoir ton avis d'entrepreneur français qui développe tout Ouais. en France. Et donc voilà, je pense que ça va être une partie assez intéressante, surtout au vu de l'actualité politique. Je pense qu'on va pouvoir bien... Enfin, ça va être cool d'avoir ton analyse en tout cas. Avec plaisir. On commence par l'enfance. On commence par l'enfance. On Écoute, dirait que je suis on chez peut- le psy. Ouais. Alors, c'est ça. allongez-vous sur le canapé. C'est ça. Alors, vous étiez comment petit en fait Vous étiez plutôt turbulent ou... Ouais, un peu turbulent. Mais Ouais. j'ai pas changé. Comment ça s'est passé ton enfance, tu vois, à l'école, au collège, etc. T'étais quel type d'élève? Raconte-nous un peu tout, quoi. Ouais, bah écoute, moi j'ai eu une enfance assez classique dans une famille de la classe moyenne française en Normandie, Ok. dans une maison sympa avec une famille très sympa, très chaleureuse. Tout s'est bien passé. Euh, Fait remarquable ou notable en tout cas, c'est que moi j'ai eu de l'avance à l'école. Ok. Dire que j'ai sauté des classes,
qui Ah n'était oui? pas la meilleure. Ce qui était même une catastrophe a T'as sauté de posteriori. B classe en plus? Ouais, Ok, t'as sauté quoi? CP, CE1. Ok. Ok. Et je suis reparti en CE1. Enfin bref, c'était un bordel de trucs. Parce qu'en gros, quand je suis arrivé en CP, pour te la faire courte, je savais lire, je savais compter, je savais écrire. Et en gros, bah, je me faisais chier. Donc, ils te font faire des tests psycho, je sais pas quoi. Et ils disent, bah, mes parents, il va sauter de classe. Tes parents, bah, la première chose, c'est plutôt d'être, on va dire, flatté ou je sais pas quoi. Donc, on y est parti là-dessus. Sauf qu'en fait, tu passes 2 classes d'âge à cet âge-là, c'est chaud, tu vois. Bah ouais, de fou. Donc bon, ça m'a suivi dans mon parcours. J'ai toujours eu énormément de facilité à l'école, Ok. ce qui m'a permis d'avoir une belle scolarité sans trop mettre d'efforts dedans. Sympa. Parce que moi, ce sur quoi j'ai mis l'effort, c'était le foot. Ah Le bah foot? oui. Ouais, je suis rentré, moi, à mes 6 ans au club de Caen, Stade Malherbe de Caen. Ok. Donc à l'école de foot au début, puis centre de formation après. J'en suis parti à mes 18 ans. Et en fait, c'est ça qui m'a animé de mes 6 à mes 18 ans, c'était l'espoir de devenir, bon, comme beaucoup de Footballeur. jeunes garçons ou d'enfants, footballeurs professionnels. Ah putain, énorme. Bon, j'ai pas réussi, je te fais pas le coup des croisés ou de je sais pas quoi. J'ai réussi parce que j'ai pas réussi, pardon, parce que j'avais globalement pas le niveau. Ouais. Euh, Mais t'es quand même allé en centre de formation. j'ai fait le centre de formation jusqu'à mes 18 ans. Tu jouais quel poste? Je jouais numéro 10. Ok. Je jouais un peu partout, mais mon vrai poste était numéro 10. Et j'aurais pu avoir une carrière tout à fait honorable, CFA, CFA2, je sais pas, peut-être nationale, bref. J'ai préféré refaire prépa HEC, une école de commerce et changer de voie. Ouais. Mais ça m'a toujours, Ça t'a toujours un peu titillé. ça m'a toujours titillé, ouais. Ouais, je comprends parce que mon frère, c'est le même cas. Ouais, Pareil, centre de formation. Une fois, je suis allé à Clairefontaine avec lui. Bon, alors Ouais. moi, j'étais petit. Mon frère, il a 50 plus que moi. J'étais petit et tout. Et il y a eu le moment, un peu en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les études? Est-ce qu'on se met à plein temps sur les études? Ouais. Ou alors est-ce qu'on se met à plein temps sur le foot, tu vois? Et bah, ça a été le choix des études. Pour Au mon final, frère, en il tout est cas. allé à Kedge en plus. Non, il a fait quoi ton frère déjà? Ouais, il était à Kedge Bordeaux. Ah bah voilà, en Kedge plus. Bordeaux. Tu vois, en fait, vous êtes la même Euh, personne. ça se voit, c'est ça. Kedge Bordeaux. Mais je et suis ton voilà. frère. Ah bon. Et en vrai, c'est un truc qui est assez dur, tu vois, à appréhender parce que, en vrai, c'est un échec pour le coup. C'est 12 ans de ta vie où tu t'entraînes vraiment tous les jours, certains jours 2 fois par jour, où tu tronques ta scolarité. Moi, au lycée, à 10h, je pars à l'entraînement. Donc, tu as les cours de 9h à 9h40, quoi. Et tu reviens après le midi. À 15h30, tu repars à l'entraînement. Wow, ouais. Donc, au-delà Intense. d'encaisser pas mal d'entraînement physique, genre, tu rates 4 heures de cours par jour. Ouais, donc en plus, ouais, ça, t'es obligé de faire des choix par rapport à ce que tu voulais faire. C'est ça. Mais par contre, tu vois, si je devais extraire une force, en garder un truc positif quand même, c'est que on t'apprend au centre de formation à la fois à gagner, Ouais. à la fois à te dépasser, le goût de l'effort, le goût du travail, le goût du sacrifice. Et ça reste des valeurs qui sont importantes dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que, et je pense qu'on en parlera dans la Gen Z à la fin, mais quand on te dit sur YouTube ou sur Insta ou TikTok même maintenant que tu peux être entrepreneur, boire des matchas, bosser 1 heure par jour et prendre 20, 30, 40 000 euros par mois, Ouais, c'est ça. s'il y en a qui y arrivent, franchement, bravo dès demain. Mais la majorité des entrepreneurs, c'est pas ça. Ouais. Mm. Et si tu veux bosser, réussir, enfin, gagner ta vie dans l'entrepreneuriat, souvent tu travailles beaucoup plus qu'un salarié. Ouais, c'est Ouais. ça. Alors tu peux gagner mieux ta vie, mais des fois, si tu le rapportes au taux horaire, pas forcément plus. Bah ouais, forcément, parce que du coup, c'est miser sur toi-même, donc tu dois faire absolument tout. Ça, on y reviendra un peu plus Ouais. tard, je pense, parce que bah, du coup, on a notre petit programme. Donc, comme tu as dit, pour revenir à ce dont on parlait, à 18 ans, du coup, tu as fait le choix du coup plutôt des études, après, du coup, ce que tu considères comme un échec. Et alors là, du coup, qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Tu as 18 ans, tu as le bac. Toi, c'est directement commerce ou tu voulais, genre, je sais pas, quand tu étais petit, tu te disais, j'ai envie de devenir pompier. Ou je sais pas, tu Mbappé vois. surtout. Ouais, bah du coup, plutôt footballeur. Plutôt footballeur, ouais. Et alors, en vérité, à mes 18 ans, du coup, quand je me fais jeter de Caen, je pars à Mondeville, qui est un club de banlieue à côté. Donc, je finis en nationaux à ce moment-là. Je signe pour être en CFA2 à l'année de ma prépa. D'accord. Ça se Ah ouais. passe pas du tout comme prévu. Ah Je fais la préparation avec eux, mais en gros, ils disent, mais avec autant de cours, autant de révisions, C'est pas possible. c'est Enfin, impossible. faut que tu joues de 22h à minuit, quoi. C'est ça, donc laisse tomber. Donc je rétrograde et je fais les deux en parallèle, mais je continue. Pour répondre à ta question, moi quand je suis petit, c'est le foot évidemment, mais baigné dans une famille commerçante. D'accord. C'est-à-dire que
Mon père est commercial depuis toujours. Mon grand-père était commerçant. Il vendait du poisson. Mes oncles, mes cousins font les foires, vendent des meubles, vendent des fringues, vendent des aspirateurs, vendent de l'électroménager. Mais tout est dans la vente. Ok. Et moi, mes premières foires, je les fais, j'ai 12-13 ans, tu vois. Ok. Et Ah je ouais. vais vendre. Et dans une éducation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a beaucoup d'aspects positifs, on dit, bah tiens, tu sais quoi, t'as deux bras, t'as deux jambes, débrouille-toi, va Mhm. vendre. Ouais, bah ouais. Débrouille-toi, apprends par toi-même. À 12-13 ans, t'as pas forcément de complexe. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai mis le premier pied dans la vente. Ok. Et j'ai toujours eu des facilités à m'exprimer, à comprendre les uns les autres et à vendre. Et donc ça a toujours été on va dire, l'autre axe en plus du foot. Ok, ok, Putain, ok. intéressant. Donc en fait, quand tu t'es demandé quelle prépa t'allais faire, Il n'y avait pas de débat. il n'y avait pas de débat. Ouais. Et donc, parce que tu visais l'excellence, c'est pour ça que tu allais vers une prépa ou Ouais. Ouais, ok. Donc, Ça a été hérité, on va dire, de l'ambition du foot. Ouais, exactement. C'est-à-dire, quitte à faire un truc, vise l'excellence. En tout cas, donne-toi les moyens. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner à chaque fois. Ça, c'est quelque chose que tu apprends assez rapidement dans le sport. Ouais. Mais au moins, tu te dois d'avoir des ambitions et d'essayer d'être le meilleur possible, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, d'où le choix. Du coup, c'était une prépa pour préparer les grandes écoles, Ouais, c'est ça, prépa HEC, HEC, spécialité maths, quoi, pour le coup. Ok, c'était quoi? Un an, Assez 2 ans? classique. 2 ans, ouais. 2 ans, ça va, ça. C'était. Parce que du coup, la facilité que t'avais pu avoir à l'école, j'imagine qu'en prépa, ça sert toujours, mais il faut quand même un petit peu, comme t'as Bah, dit, balancer un peu de. C'est complexe. La première, je crois que c'est le premier contrôle que j'ai en prépa, j'ai une note négative. J'ai -12 ou je sais plus exactement combien Wow. j'ai, mais une vraie note négative, parce que tu sais, en contraction de texte, si tu fais des fautes d'orthographe, tu dépasses les mots, bah ils viennent t'enlever des points. Ouais. Donc moi, je devais avoir genre 2 sur le fond et genre -14 sur la forme. Donc total des deux, -12. Je dis, ah ouais, putain. Et en fait, le truc, c'est qu'en prépa, moi j'avais des facilités, mais tout le monde a des facilités. Ouais, oui. Ouais, il Sauf était que avec des ce- bêtes, hein, de toute c'est façon. ça. Sauf que tout le monde-là, il n'a pas eu 4 heures d'entraînement de foot pendant 3-4 ans les années précédentes. Donc lui, il est détente. Moi, j'ai jamais fait de cours de langue au lycée. Ah ouais. Ah ouais? Aucun cours de langue. Là, Même j'avais pas anglais? entraînement à chaque fois. Ah putain. C'est-à-dire que j'avais des devoirs, je rattrapais, je faisais les contrôles. Mais des cours en tant que tel, j'avais aucun cours de langue. Oh, putain. Ah oui, t'as. Putain, mais ça veut dire que tu charbonnais tout seul dans ton coin? Tout seul. On avait de l'aide aux devoirs le soir après l'entraînement. C'est-à-dire, nous, à 15h30, on partait faire l'entraînement. Mhm. Après, on avait une séance de muscu quand même. Ouais. Aide aux devoirs. Et on rentrait chez nous. Enfin, on mangeait, on rentrait chez nous. Ah oui, putain, ouais, donc c'était vraiment métro, boulot, dodo toute la journée. C'est ça. enfin, Putain. Ah, Ouais. machine. Et t'avais une vie sociale à cette époque-là ou Zéro vie sociale. Enfin, vie sociale avec mes coéquipiers, quoi. Ouais. Qui sont d'ailleurs Dans toujours le restés foot, mes potes, mais aucune vie sociale autre. Non, impossible. Ok. Putain. Putain, incroyable. Et donc, ouais, aujourd'hui, c'est resté tes potes et Ouais. ok. Donc, ouais, c'était ton cercle. En fait, toi, tu vivais foot. Ouais, tout le temps. Ouais, ok. C'est pour ça que ça te matrixe un peu et que quand tout s'arrête d'un coup, tu débranches la prise. Hmm. C'est particulier, quoi. Ouais. Et tu fais encore le foot là? Tu joues encore? Ouais, toujours. Ouais. C'est quoi ton équipe? Là, je joue au Boca Senior. Alors, c'est pas. Ok. C'est une équipe de foot à 11 dans Paris le lundi soir. Trop bien. Et tu supportes un club aussi ou pas? Pas plus que ça. Ok. J'aime bien regarder les matchs. En tant que Parisien, je suis content quand le PSG gagne. Pour diverses raisons, je suis pas un fan absolu non plus. Ok, ok. Donc en Allez, fait, ouais, ouais. c'est vraiment le sport en tant que tel, quoi. C'est même pas Ouais. tant l'industrie. Ok. Ouais, j'ai une appétence pour le foot. Maintenant, tu me mets devant un écran avec n'importe quel sport, ou presque. Je vais regarder. Voilà. Ouais, c'est cool. Et du coup, t'as même pas cubé en fait Non. ta prépa. T'as fait 2 ans et t'as eu Kedge et t'as foncé. Bah, je voulais cuber. Ouais. Comme ça, tu vas tout savoir de moi. Je voulais cuber parce que pour moi, en fait, j'étais bon qu'en maths. Ouais. En prépa. Donc j'avais tout misé sur les maths et je me suis foiré à je sais plus quelle épreuve du concours Ouais. de maths. Et c'est des trucs un peu particuliers. Tu as une épreuve de maths qui est pour toutes les écoles, une qui est pas pour toutes les écoles. Bref, celle que je visais, je l'ai foirée. Et donc j'ai une discussion avec un prof que j'adorais qui me dit, ok, pour QB, mais par contre, moi je t'impose pour valider le dossier que tu ailles passer les entretiens Ok. dans les écoles. Moi à cette époque-là, les gars, j'ai une vie de merde, hein. C'était- Je fais du foot et je suis en prépa. Ah oui, ouais, donc. Donc, juste, c'est-à-dire, j'ai 20 ans, j'ai pas bu une goutte d'alcool de ma vie entière. J'ai pas fumé une clope de ma vie entière. Mais je sors pas. T'es pas- Aller au t'es jamais allé ciné, en si boîte j'y de vais une nuit, fois tous les ouais. ans, c'est le bout du monde. J'ai pas en boîte, truc. Mm. Allez, j'allais une fois tous les X, mais jamais. Et là, je vais aux entretiens d'école de commerce et je vais caquer parce que j'avais la flemme, je voulais faire plaisir au prof. Je dis, bon, vas-y, je fais l'aller-retour dans la journée. Et là, je vois le bordel que c'est sur le campus, la fête, les ambiances et tout ça.
Ouais, là, tu te dis, ah, c'est ça la vie. Ouais, Ah, c'est ça, waouh. exactement, exactement. Je dis, bah, QB, c'est mort. Ah ouais, donc c'est la vie étudiante qui t'a C'est la qui vie t'a donné étudiante qui m'a envie chauffé. de... Ah putain, énorme. Mais pour la petite histoire, moi, je vais à Bordeaux et je signe dans un club de CFA à ce moment-là. Ouais. Et je me dis, bon, je vais reprendre le foot bien, j'ai le temps, maintenant je suis plus en prépa, il n'y a aucun cours à Kedge. Et bon, je m'embrouille avec le coach juste après la rentrée. Ouais. Et du coup, il me prend pas sur un match et je vais jouer avec l'équipe de Kedge. Ok. Je regarde l'équipe de Kedge, tu joues, il y a 500 personnes autour du stade que tu vois en cours, etc. Les petites meufs et tout, voilà. Et le soir, tu vas en boîte et tu fais ça avec tes potes. Je dis, mais elle est magnifique cette vie. Parce que je vais aller me faire chier à m'entraîner encore 5 fois par semaine, plus les déplacements. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté vraiment la compétition et que j'ai fait que kiffer, quoi. Ouais, Exactement. plaisir, tu vois, t'as lié le sport, Ouais, c'est ça. la fête, etc. Mais c'est trop marrant parce que vraiment, j'ai l'impression d'entendre mon frère, c'était Ouais. littéralement la même chose, tu vois. Genre, il avait fait une compétition inter-université et pareil, ils avaient gagné. Il me racontait des trucs de folie après le match. Bien sûr, ça allait de partout. Enfin, tu vois, école Ouais. de commerce, en mode, après une victoire, tu vas fêter ça en Ben, boîte. c'est ça. Putain, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Et du coup, t'as fait le choix de pas cuber pour avoir cette vie-là. C'est Ouais, énorme c'est que ça. le switch, il a été fait en une journée, quoi. Non, mais t'as parlé avec quelqu'un ou juste vraiment t'es arrivé, t'as vu que c'était le bordel, tu t'es dit, mais en fait, j'ai envie de vivre ça, quoi. Après, tu sais, t'as pas un élément, je vais pas Ouais. te faire l'histoire de j'ai parlé à un tel et bon, tout le monde vient de parler parce que c'est leur objectif que tu viennes dans cette école-là et pas dans une autre. Bon, moi, j'ai fait qu'un oral, donc de toute façon, j'ai vu que ça. Ouais. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était sympa, les gens étaient sympas. Enfin, tu vas en prépa, les gens, ils sont blancs, ils font la gueule, ils se font Ouais. chier. Tu vas en école, tout le monde est heureux. À Bordeaux, les gens, ils étaient bronzés, c'était la fête, c'était l'été. T'as un contraste qui est saisissant. Donc, j'ai dit, bon, peut-être ça me correspond plus ça qu'une troisième année de prépa, quoi. Ouais, Ok, tu m'étonnes. bah, Tu putain, m'étonnes. En plus, incroyable. du coup, tu passes de la Normandie à Bordeaux, quoi. Ouais, alors on m'a vendu le soleil de Bordeaux. Non. Et il pleut plus qu'en Normandie, Ouais. hein, les gars, franchement. Ah ouais C'est juste que tu peux aller à la mer plus facilement, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Tu 1 heure de bagnole, t'es à Arcachon, t'es bien, quoi. Ça, c'est vrai. Ok. Et C'était Catch Grande École, du coup, t'as Ouais. intégré. Ok, ok, bah, incroyable. Et donc, toi, ton cursus, c'est parti sur quoi? T'es arrivé en première année, du coup, c'est ça? Ouais, Et t'as fait, du coup, master jusqu'au. Enfin, t'es allé jusqu'au master. ouais, j'ai eu mon diplôme. C'était quoi moi, je me connais Alors, en absolument fait- pas, je t'avoue. parce que ouais, pour l'histoire, moi j'ai fait donc l'IESEG Ouais. qui est à côté, Euh, et Max il est. J'ai j'ai fait Vas-y. fac de biologie-chimie pendant 4 ans, Ouais. si tu veux. Donc, commerce, je n'y connais rien. Ouais, mais je pense qu'on a appris à peu près autant de choses sur le commerce. Toi en fac de bio et moi à Kedge, mais. Ouais, bah alors, figure-toi que j'ai écouté l'une de tes interviews, bien sûr, avant que tu viennes. Il y avait des mots, j'étais là en mode putain, je ne comprends rien, mais de rien. Le B2B, ça doit être très simple pour vous. Alors là, tu vois, Ouais, ça, c'est assez simple. Ça, c'est simple. je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Vraiment, c'est. Mais du coup, voilà, c'est juste pour te dire que c'est pour ça que je te pose des questions un petit Non, peu non, mais bêtes vas-y, y a sur pas ton de questions et master, encore moins etc., bêtes. Pour le coup, ouais, moi je rentre en master grande école. Donc en gros, à Kedge, nous on rentre l'année de la fusion entre l'ESC Bordeaux et l'ESC Marseille, je crois. Ok. Donc année de la fusion, autant te dire que c'est un bordel sans nom, on change de campus, il n'y a aucune règle, c'est le bordel. Donc première année tronc commun, on va un petit peu en cours, mais c'est pas... On y va quand on a le Première temps. année, Quoi. quoi. Deuxième année, ils te pondent un truc de cours à la carte. Donc tu as des cours d'un mois, tu choisis ton cours pendant un mois, c'est à la carte. Donc tu peux faire un mois de compta, un mois de finance, un mois de vente, un mois d'achat. Bref, ça n'a ni queue ni tête, c'est mal organisé. Et surtout, moi, je vais pas beaucoup en cours, on va dire. Ok. Donc, j'ai un parcours, somme toute, basé plus sur les interactions sociales que j'ai pu avoir en école et sur la fête, le sport, etc. Bah ouais, c'est normal. Et à ce moment-là, je lance une première boîte, moi, Ok. qui s'appelle Autun French Riviera et qui est une marque de maillot de bain. Et là, t'es en deuxième année? Je suis au milieu de ma première année. Ah ouais. À ce ça fait- moment-là. ça fait 6 mois que t'es là, tu te dis j'ai envie de monter une boîte, quoi. Ouais, parce que quand t'as vécu prépa plus foot, en école de commerce, tu te fais vite chier quand même. Hmm. Ouais. Et j'avais l'impression d'avoir le cerveau un peu ramolli. Je me dis, bon, je vais pas perdre non plus trop mon temps. Tu sais, il y a des réflexes Ouais, qui reviennent. qui reviennent, même avec la fête, le truc. Ouais, c'est ça. au bout Voilà, d'un t'as des moment, réflexes primitifs, on va dire. Donc, je lance cette marque. Bon, ça se passe pas bien. La marque, je la foire, tu vois, en un an, j'ai compris que. C'était une marque de vêtements, du coup. c'est Marque ça de maillot de bain, ouais, pour Ouais. hommes, de luxe, made in France. Ok. En fait, on a une conférence d'Arnaud Montebourg à l'école et il te parle du Made in France, que c'est l'avenir, etc. Et je sais pas, ça m'a chauffé. Je suis parti Tu t'es là-dedans, quoi. lancé, Il est malin, Montebourg, d'aller voir les écoles de commerce ça. pour leur dire de faire Putain, du mais Made in c'est France. énorme. Du coup, là, c'est ta première expérience dans l'entrepreneuriat. Ouais.
Donc là, t'arrives, t'es en école de commerce, mais enfin, t'as réussi du coup littéralement à créer ton projet, etc. Mais ça t'a mis combien de temps pour faire ça? Parce que, genre, sincèrement, pour créer une marque, à chercher les tissus, chercher les modèles, chercher les trucs, enfin, T'étais tout seul? J'étais avec un de mes meilleurs amis qui, lui, est joueur de foot, enfin qui est toujours joueur de foot d'ailleurs. Ok. Et c'est à la fois très court et à la fois très long. C'est-à-dire que c'est beaucoup de temps, mais c'est justement ton travail à toi de raccourcir le temps. Pourquoi? Ok. Parce que même si c'est beaucoup de temps, en cumulé, ça représente pas des millions d'heures. Ouais. C'est juste que si tu attends la réponse de l'autre pour enclencher l'autre truc, bah les délais s'étirent et t'avances pas. Et nous, l'objectif, c'était d'avancer hyper vite. Pourquoi? Et je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui vous écoutent. C'est que quand tu es étudiant, en fait, tu rien à perdre. Que ta marque, elle marche ou qu'elle marche pas, quoi qu'il arrive, tu as zéro à la fin du mois. C'est ça, hein. Soit tu bosses, travail étudiant, etc. Mais t'as rien à perdre. En plus de ça, tu as des profs à portée de main que tu peux solliciter. Moi, c'est un prof de droit qui m'a aidé au statut, la prof de compta qui m'a aidé à faire le business plan. Ok. Enfin, voilà, tu as tous les livres, tous les ouvrages, des trucs qui coûtent vraiment cher. Là, tu les as gratuitement. C'est le moment. Donc, on l'a fait assez rapidement. Tu vois, en 4 mois, on avait l'idée, le business plan, la DA, le marketing. Il nous a fallu 1 mois pour trouver les tissus, l'usine, etc. Quand c'est made in France, bah, en fait, ça te réduit le champ et Ça réduit les délais de et livraison, les réduit les trucs. délais, tout ça. Et 1 mois après, on avait les produits et puis c'était parti, quoi. Putain, génial. Ça a duré combien de temps, du coup? Ça a duré un bel été Ok. où là, on a bien bossé. L'hiver, ça s'est calmé. On a retenté l'été d'après. Et Ah ouais, Ouais. ça avait pas trop. en fait, bon, puisqu'on est entre nous, on peut tous dire, j'ai un gros rendez-vous, moi, au Bon Marché, Mhm. donc dans le 6e, Ouais. où je sais pas comment j'arrive à avoir un contact. La nana, je la harcèle et elle me reçoit. Donc c'était une des assistantes qui me reçoit. Je lui montre les échantillons et là, je lui fais une déballe. Et je crois que c'est une des premières fois de ma vie où, après l'école, tu vois, je me dis, putain, je suis vraiment pas mauvais vendeur. Ouais. Et Ok. je retourne littéralement le crâne à la nana. Et elle me rappelle 1 heure après, elle me dit, j'en ai parlé à la directrice des achats du balnéaire. Elle veut vous revoir dans la semaine. Putain, ouais, Là, bon. tu te dis, Allez. c'est bon pour Ouais, moi. là, j'ai percé. Ouais. Putain, mais méchant. Et donc j'y retourne et je leur présente donc aux deux, celle que j'avais déjà vue et l'autre. Je leur présente la collection, je leur présente le positionnement. En fait, c'était ça, les maillots de bain, c'était des maillots de bain, mais il y avait un mood derrière, il y avait tout un positionnement marketing. Et la meuf, elle kiffe. Genre, dans les mots, tu peux mentir, mais dans le regard, ça ment pas. Mhm. Et je sens qu'elle kiffe les deux. Et elle me demande de partir pendant 1 heure. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle me dit, est-ce que vous pouvez revenir dans 1 heure? Faut qu'on discute, faut qu'on parle entre nous. Je me dis, mais alors là, C'est bon. sûr, c'est bon. Ouais, bon. là, c'est. Donc moi, je vais me poser au café d'en face. Ouais. Je vais faire un petit tour dans les boutiques du bon marché, en fait. Et je me dis, c'est bon. Et je reviens, elle me dit, bon, alors on adore vos produits, on adore la DA, on adore l'idée que ça transpire. On veut vous mettre dans le magasin. On sait que si on vous met derrière, personne ne va vous acheter quoi que ce soit parce qu'on ne vous connaît pas. Ouais. On aimerait vous mettre en tête de gondole. Alors moi, elle me dit tête de gondole. Genre dans ma tête, à l'intérieur de moi, je suis en train d'hurler. Je pense que je sabre le champagne déjà et tout. Elle me dit mais. Et là, là, la descente. Et là, ouais, descente d'organes complet. Je dis oui. Elle me dit mais à l'heure actuelle, vous n'avez pas assez de produits pour être en tête de gondole. Donc en gros, il faut que vous produisiez des serviettes, des maillots pour femmes, des caleçons, des sacs, des chapeaux, des casquettes, des trucs. Il faut une vraie collection balnéaire. Il faut Ouais. pas juste. Nous, on avait un modèle de maillot de bain décliné en 9 couleurs. Ok. Et en fait, c'était 5 couleurs inversées. Tu avais une dominante, Mhm. une minoritaire à chaque fois, et on l'avait inversé. Donc, tu n'avais vraiment pas grand-chose. Mais parce que les autres marques, elles avaient plein de produits différents et Possiblement, soi, mais en- surtout, elles n'étaient pas forcément en tête de gondole. ok, ouais, ok, ouais. Et donc, moi, je garde la face, et je me dis, ouais, ça doit être possible. Écoutez, laissez-moi faire mes calculs, je reviens vers vous. On a des dessins pour tout, on a des projets enclenchés pour tout. Maintenant, on n'a rien du tout. Mhm. C'est, ouais, Rien de rien. Vous inquiétez pas, les serviettes, Ouais. c'est dans le process, là. C'est en cours. Et surtout, en fait, donc je sollicite tous mes fournisseurs, tous mes prestats. Et ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu as des minimums de quantité. Ouais. Donc, elle, ah oui, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle m'achète tant de pièces par catégorie, par modèle, par truc. Donc, je fais mes calculs. Elle m'achète pour 50 000 balles de matériel. Cool. C'est pas mal, tu vois. Bah ouais. Mais elle me dit, vous ne vendez à personne d'autre, à aucune autre boutique en France.
Vous pouvez vendre en ligne sur votre site internet, mais on est les uniques distributeurs de la marque. Donc, tu as juste 50 000, c'est tout, quoi. Et donc, je fais mes calculs et j'en ai pour moi 200 000 euros pour tout faire. Ah oui, donc là, il y a un petit problème. Il y a 2 gros problèmes. Le premier, c'est que j'ai pas le gap de 150 000 euros, Bah ouais. premièrement. Et surtout, c'est déraisonnable. Oui, en fait, tu vas tout envoyer pour, C'est juste ça. pour être au bon marché. Et C'est ça. Et finalement- puis, c'est même pas. Et en plus, si tu les vends pas, elle te les rend. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah ouais? Elle dit, il y a une clause. Alors, il y en a qui sont vendus, mais en gros, elle t'en achète X euros ferme. Elle t'en préachète X euros pour arriver aux 50 000. Mais si elle les vend pas, les préachetés, elle te les rend, tu la Et tu rembourses. touches Quoi. pas l'argent, quoi. Ah, tu Ouais. touches pas l'argent, quoi. Oh, putain. Et surtout qu'en plus, parce que du coup, le gap des 150 000, ça représente le gap des produits que tu étais obligé de commander auprès de tes fournisseurs, en fait. Donc, en fait, tu te retrouves avec plein de produits sur les bras que tu pouvais pas vendre en physique. Donc, sur un site internet, ouais, ok, donc t'étais. Jamais je les aurais vendus sur le site internet. Ouais. Donc, je t'ai niqué. Ouais, bah oui, du coup, Il n'y a ouais, pas là, d'autre mot. là, t'étais vraiment niqué, effectivement. Donc là, avec mon associé, on se dit un peu dépeint. Écoute, on va dire non au bon marché. Hmm. Et tu sais, tu laisses vivre le site internet. Et on a vendu quand même à des gens. On a vendu à une dizaine de joueurs de l'équipe de France. On avait pas mal de contacts. Ah ouais? On s'est dit, ça va nous faire décoller. Pas du tout. On a vendu à Mariano Di Vaio. Enfin, on lui a offert, lui, pour le coup. Il l'a porté. Ça fait aucune vente. Et puis, au bout de 6 mois où tu fais 1, 2, 3 ventes, tu te dis, bon, c'est pas. C'est mort. Ouais, C'est ouais. mort, quoi. On passe à autre chose. Ok. Exactement. Du coup, après, donc là, tu fermes la boîte? Je la garde en sommeil pendant un X temps parce que moi, j'ai je sais pas combien de centaines de maillots de bain chez moi hein, dans des cartons. Donc, C'est ça, c'est bien si tu peux les écouler. Ouais, c'est ça. Donc, allez, je fais des promos sur mon Insta. Moi, j'essaie de les vendre. Je fais des as, des trucs. Ça part pas de ouf. Je crois qu'il m'en reste une centaine d'ailleurs à la maison. Si C'est vous ça, là. voulez des maillots de bain, les gars. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat, en fait. C'est que tu as des cartons chez toi, en fait. Ah ouais, mais Le truc est véridique, à la cave, il y a encore. J'ai déménagé 3-4 fois entre temps, mais il y a toujours les cartons. Je me dis non, je vais pas les jeter. Au moins, tu peux partir en vacances quand tu veux, C'est là. ça. Ça, c'est bon, ça. Tu sais, il y a pas un mec qui change aussi souvent de maillot de bain que moi sur Terre, je crois. Ah putain, c'est énorme. Ok, putain, bah du coup, ouais, t'as continué, tu l'as laissé un peu sur le côté, tu continues tes études, et du coup, t'as fait d'autres boîtes. T'as continué par quoi après? Et en gros, donc là arrive la 2e année. Mhm. Et donc, pour que tu comprennes aussi pourquoi à un moment donné, je dis fuck à celle-là. Globalement, il y a un mec qui vient me voir en 2e année. Il me dit, ouais, toi, t'es juif, non? Je dis, Il a juste, ouais, mot pour mot. ouais, t'es juif. Ouais, t'es juif, toi. Ok. Et je dis, ouais, c'est quoi le rapport? Il me dit, bah, t'as pas des contacts dans le sentier pour faire des t-shirts? Mais non, non, c'est vrai. Mot pour mot. Il a juste regardé la vérité si je Mais mens, il a genre. juste regardé la vérité si je mens, le gars. C'est une dinguerie. Et je Il me a dis, vu en école de je sais commerce. pas, je sens le pigeon quand même, tu vois. Tu Et, m'étonnes. et je me dis, bah bien sûr, si, j'ai des cousins qui ont une usine, on peut te faire des t-shirts, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, bah je veux des t-shirts personnalisés. Moi, je suis en école, je savais que c'était à peu près ça l'idée. Je lui dis, ok, combien, quel prix? Il me dit, bah là, pour l'instant, j'en ai besoin de 1000 pour mes campagnes, avec ce logo, et je trouve que des trucs chers, genre 8 euros. Il me dit, en plus, je suis hyper pressé, c'est un peu tard en termes de délai, c'est la merde. Moi, je lui dis, bah moi, mon cousin, il a une usine. Je te redis ce soir si c'est possible pour les délais. Pour le prix, on doit pouvoir au moins te faire 50 centimes de différence, de marge, même 10 centimes. Bon, l'histoire, elle est belle. T'es étudiant, 100 balles, ça te fait soit des fringues, soit quelques soirées d'avance. Je me dis, c'est bien. Et puis finalement, je rentre chez moi et je me rends compte, en cherchant sur Google, un peu de manière approfondie, que des t-shirts, t'en as à 7 euros, à 7,50, à 8, à 4, à 3, à 2, jusqu'à 1,75, tu vois, le moins cher qu'on regarde. Il y a plein de fournisseurs. Il y a plein de fournisseurs, mais c'est le même t-shirt, la même couleur, le même logo. Bon, déjà, je me dis, il y a un truc à faire. Et surtout, je me dis, bon, lui, je vais bien gagner ma vie dessus. Et donc, je passe commande chez un fournisseur que je connais ni d'Ève ni d'Adam sur Internet. Je fais livrer et je me dis, c'est trop simple. Il va y avoir une couille à un moment donné. Il y a un truc. Je dis, c'est pas grave. Vaut mieux que la couille, elle arrive quand j'ai son argent dans les poches. Je trouverai une solution à un moment donné et on verra. Et en fait, les t-shirts arrivent nickel. Et le mec est assez content et il me dit, bah, fais-moi des pulls, fais-moi des polos, des gobelets, des stickers, des machins. Et il y en a pour quasiment 10 000 euros juste de sa commande à lui. 10 000 euros, à cette époque-là, c'est une année d'école en fait. Ouais, c'est énorme. Ouais, mais c'est. C'est énorme. Et donc je me dis, bah écoute, cette année elle est payée, le crédit ça fait plaise. Mm. Et je dis, mais par contre, des listes, il y en a 5 autres. Des assos dans l'école, il y en a 25 autres. Donc je vais toutes les voir. Et avec le foot notamment dont on parlait, j'étais connu dans l'école. Donc j'avais ce truc de, ok, bon bah vas-y, on lui fait confiance. T'es pas un inconnu. Je suis pas un inconnu.
Et après, t'es étudiant, c'est prix contre prix, hein. Si t'es moins cher que les autres, t'as gagné. Ouais. Sauf qu'en fait, moi, comme ils me connaissaient, ils me donnaient les prix. Ouais. Ce qui faisait la grosse différence. Et donc, en fait, je me suis positionné pendant 6 mois comme ça. Mhm. J'ai bien gagné ma vie. Alors, Bah pas autant que sur le premier où lui, je l'ai vraiment ouvert. Mais je gagnais bien ma vie. Et je pars en Inde, moi, à ce moment-là. Je suis en coloc avec un de mes meilleurs potes. Et je lui dis, vas-y, bah, je te mets sur le coup, on fait 50-50 et on voit ce que ça donne. Donc, moi, je pars en Inde, décalage horaire, distance, truc. Donc, c'est lui qui gère tout. Et ça monte petit à petit. On arrive genre en avril, un truc comme ça, et on se dit, il y a un vrai truc à faire, on commence à gagner notre vie. Viens, on fait un site internet, on crée une vraie boîte, on fait un logo, on fait du Ouais, ça se marketing, enfin un truc vraiment. pro. Et c'est Donc- pas du tout le même gars que sur ton autre entreprise d'ailleurs. Là, non, c'est plus du tout le même Ouais. gars. Ok. Et donc, on se lance comme ça. Et là, sur les Way, on fait un carnage. C'est le Donc, week-end- Way, les week-ends week-end d'inté. d'intégration, pour ceux qui ne connaissent pas. Week-end d'intégration où, selon les campus, tu es à minima 1000 personnes. Mm. Donc, tu es 1000 t-shirts, 1000 gobelets, 1000 bracelets, 1000 batteries portables, 1000 tote bags, 1000, C'est ça. 1000 tout, 1000 casquettes pour certains. Enfin, Putain, c'est c'est énorme. des budgets à 10 000 euros facile par école. Et là, on bosse avec Kedge, avec Audencia, avec Neoma, avec HEC, avec le SCP. Enfin, toutes les plus grosses écoles Ah, de mais là, commerce, ouais. on les fait. Les plus gros budgets, on les fait. Et les plus grosses boîtes du moment qui bossaient avec elles, on les éteint. Il y a eu combien de temps entre le mec t'a fait le stéréotype Ouais. de Elle est un peu plus d'un an. un peu plus d'un an, Ouais, de passer un tout de petit peu juste plus d'un an. un mec à... Ouais. Tous les week-ends d'inté. Ouais. Putain, c'est Et tes énorme. il y avait des mecs qui existaient, enfin t'avais des concurrents qui. À cette époque-là, il y avait peu de concurrents, Ouais. ou alors peu structurés, ou bien des grosses boîtes qui n'étaient pas spécialisées étudiants comme nous, on se voulait étudiants. Ouais. Et en gros, le symbole, enfin l'axe de communication, c'était nous, on est des étudiants pour des étudiants. Donc, en gros, tu allais occulter le côté mercantile de la chose, gagner la confiance, et après, on s'adaptait sur les prix, quoi. Ok, ouais. Ouais. Et donc, on fait toutes ces commandes-là. Et donc, tu fais tes commandes en juillet, elles sont livrées en septembre, quoi, globalement. Donc, pendant le mois d'août, je peux te dire que Ah, il n'y avait pas de vacances là. ah bah, enfin, nous aussi, parce qu'en fait, on faisait rien à cette époque-là. Comment ça? Bah, Ah, tu t'es oui, que bah oui. intermédiaire en fait. Oui, tu vois. oui, On bah oui, était je sais pas, intermédiaire. Tu passes les commandes en C'est pas juillet. toi qui va imprimer le machin, oui. C'est bah ça. oui, c'est vrai. Sauf qu'à la différence de ce qu'on avait jusqu'à présent, là, on n'appelait plus des revendeurs comme nous d'Internet pour faire l'intermédiaire. On était allé directement aux usines. Puisqu'on avait une entreprise, maintenant, on pouvait travailler en B2B avec des grosses boîtes, B2B? business to business. Ok, c'est Alors, bon, je l'ai. B2C, business to customer, donc aux clients. Ok, c'est Voilà. good. Je suis OP maintenant. Et donc, sauf que nous, on n'a pas Illustrator, on n'a pas Photoshop, on n'a rien, à part savoir vendre les produits, on ne sait pas comment ils sont fabriqués, comment ils sont imprimés. Puis à vrai dire, on s'en tape un peu. Et même les étudiants s'en tapent en Et fait. les étudiants s'en tapent, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le t-shirt comme ils l'ont demandé au meilleur prix. Point final. Voilà. Et donc, on livre tout. Le mois d'août, c'est folie. On part en vacances, on claque. Bref, on claque toute la boîte. En fait, on est tellement dans une euphorie de se dire qu'on est passé de 0 à 100 en un claquement de doigts qu'on se dit, bah, si on l'a fait là, on peut le refaire demain. Donc, Surtout, Ouais, t'as bah ouais. t'as 22 ans. Enfin, c'est ça. T'en vois quoi. Ouais, Donc mais j'en là, vois. c'est- Et donc, les premières livraisons arrivent. Et là, le téléphone sonne. Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a une faute d'orthographe sur le slogan. Le logo, il est coupé en deux. Il y a un trait au milieu. Il y a ci, il y a ça. Et en fait, quand tu appelles une grosse usine comme on le faisait, genre, ils s'en tapent du logo. C'est pas leur problème. C'est pas eux qui vont le regarder. Ouais, bah Donc ouais. en fait, il l'imprimait à l'arrache et il l'envoyait aux étudiants. Nous, on les voyait même pas les produits. C'est-à-dire que Ouais. pour économiser 100 ou 200 balles de livraison, on faisait envoyer directement de l'usine À l'endroit du week-end d'inté où à l'envoi ouais. du week-end d'intégration. Ouais. Donc en fait, tu n'avais aucune chance, t'avais aucun filtre en fait. aucun filtre, aucune chance de te rattraper. Ouais. Donc là, à ce moment-là, les étudiants, pas contents. Que des étudiants avec des avocats sur leurs écoles de commerce en tant que prof. Donc là, on se fait massacrer, on n'a même plus l'argent pour les rembourser. Enfin, Ouais, là, c'est donc la on merde. se dit, bon, vas-y, est-ce qu'on lâche l'affaire avec mon associé? Et on se dit, bah ouais, mais non, en fait. T'as fait autant de chiffre d'affaires en un an alors que tu connais rien, il y a un truc. Et c'est quoi ta plus-value? Parce que s'il y a d'autres concurrents qui font à peu près les mêmes choses, ta plus-value, c'est vraiment que t'étais plus structuré et que t'as été plus vite qu'eux ou... À ce moment-là, non. Ouais. À ce moment-là, justement, c'est l'inverse. À ce moment-là, c'est que j'ai aucune structure. Donc moi, avec mon associé, on est en coloc, on est en stage. Lui, il est chez Pepsi, moi, je suis chez Coca. Donc on a un petit salaire qui rentre Ouais. et on n'a pas besoin de l'argent. Moi, tu me donnes 1 centime de marge sur un stylo, je suis content. 10 € sur la commande totale, je suis
de stylo, je suis content. Ouais, c'est un plus. Alors qu'une grosse boîte, elle va te dire, bah non, faut payer la personne qui passe la commande, les aléas de livraison. Nous, on se dit, les aléas de livraison, on s'en fout. De toute façon, on savait même pas ce que c'était à cette époque-là. Ouais. Donc en fait, on était tellement agressif sur la vente et sur la négo qu'on pouvait pas perdre. Ok, ouais. Donc on battait tout le monde et avec l'étiquette étudiant pour étudiant, tout le monde nous donnait l'heure. Tout le monde nous écoutait, tout le monde nous faisait faire un devis. Donc on est rentré hyper vite comme ça. Après, on s'est structuré. Mais du coup, bah, je dis non, viens, on essaye encore à mon associé de. On se redonne une chance. Ouais. Et donc on se dit, bon, par contre, faut changer le site internet, faut changer le nom, faut changer le logo. À l'époque, c'était Facebook encore. On démarchait sur Facebook. Ouais. Donc je dis, viens, on fait des faux comptes. On s'appelait plus Nico et Simon, on s'appelait je sais plus comment. On a fait des faux comptes de meufs. Un truc vraiment de mercenaires au possible. Et ça redémarre. Et là, du coup, de septembre jusqu'à décembre, pour te dire, les étudiants, comment ils sont cons. Pardon, je devrais pas dire ça. Comment ils étaient cons à l'époque. C'est nous, toujours nous, avec un autre nom, mais globalement les mêmes numéros. Enfin non, on avait racheté un numéro, mais les mêmes voix, les mêmes trucs. Et ils rebossent avec nous. Alors que l'année dernière, ils se sont fait ouvrir. C'est pas l'année dernière. C'était il y a 3 C'est sur le mois de septembre. Au mois d'octobre, on réattaque, en fait. Oh là là. Oh, trop Et, fort. et personne ne s'en rend compte. Ah, c'est trop fort. C'est trop Personne ne fort. s'en rend compte. Alors, on se professionnalise, on achète les logiciels qu'il faut, on fait des doubles contrôles, etc. Et ça repart, les clients sont contents, les commandes s'accumulent. Et il y a un truc qu'on n'arrive pas à craquer, la broderie. Ouais. C'est-à-dire que ça nous prend beaucoup de temps. On gagne pas d'argent dessus, genre 10 centimes sur un logo pour des commandes de 20 pièces. Tu gagnes 100 €, ça te prend 3, 4, 5 semaines chez le fournisseur. Hmm. Les fournisseurs, ils te chient dessus parce que c'est des petites commandes, eux, ils veulent traiter des 500, 1000 Ouais, pièces. c'est ça. Et j'ai à mon associé, viens, on achète une machine, nous. Ouais. Donc nous, tu sais, étudiant d'école de commerce, tu dis, tu appuies sur un bouton, ça fait le logo, et tant que tu l'enlèves, tu le remets. Non, un logo d'école de commerce en broderie, c'est une bonne heure de boulot Sur un seul suite. sur un seul suite. Bon, ça y est, c'est de la merde. C'est On des le logos dit. hyper complexes. Ouais, t'as c'est plein de des couleurs logos hyper différentes, complexes. Je dis, bon, c'est pas hyper rentable l'histoire. Ouais. Et je me dis, mais il y a quand même un truc. Parce que là, ce qu'on fait en termes de charge sur les autres, on va pouvoir massacrer tout le monde. Et dans les écoles, et c'est là qu'en fait, la stratégie rentre en compte. Je dis à mon associé, on va se faire chier, mais on rentre avec le prix grâce à ça. On massacre les prix. Et les étudiants, ils se disent, c'est les moins chers surtout. C'est les plus rapides surtout. Ouais. Donc on va travailler que sur tout. En fait, c'est ça qui a fait la différence, c'est qu'on s'est fait chier à faire ce que beaucoup ne faisaient pas, des produits à marge nulle, des produits chiants, des produits compliqués, Ouais. juste pour se dire, on arrête de comparer, on passe par eux et c'est tout pour tout, parce qu'en fait, les étudiants, ils sont investis d'une mission de mai jusqu'à septembre. Hmm. Après septembre, il y a les soirées qui recommencent, ils en ont rien à taper. Ouais, t'as la Donc, flemme de faire des benchmarks. C'est ça. Tu Donc ils t'emmerdes, le font à ouais. ce moment-là. Si c'est le moins cher à ce moment-là, ils pensent que tu l'es sur tout le reste de l'année. Ouais, c'est ça Ouais. aussi. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et je vais chez une entreprise qui s'appelle Promatex à Neuilly-sur-Marne ou Champs-sur-Marne, un truc dans la Marne, quoi. Et je teste la machine. Mon associé était à Marseille à ce moment-là. Et je la vois. Et la meuf me fait une vraie déballe. Elle voit que moi, je suis piqué. Elle sent qu'il y a un truc où Nico, il est pas chaud du tout. Elle me dit, si tu la prends maintenant, je te fais 20%. Et là, hop, ça appelle Marseille. Ça s'appelle pas Marseille. Oh. Ah, waouh. Parce que je connais la réponse de Marseille, globalement. Et moi, je l'appelle, je vois qu'il est vénère, enfin qu'il est pas chaud, Ouais. mais que je peux le chauffer. Donc je la prends la machine. Oh putain. Et alors là, Elle était à combien la machine? t'as 10 000. Oh putain. Donc c'est un investissement, mais c'est pas non plus un truc qui te tue. Tu Tu vois, vois quoi, ouais. un gros way et presque c'était payé, quoi. Ou 2 gros way, c'était payé avec la marge. Donc je me dis, mais moi, en fait, je suis persuadé à ce moment-là que c'est pas le bon truc à faire. C'est le seul truc à faire. Hmm. Et donc on le fait. Et donc je dis à mon associé, je dis par contre, je sais pas où on va la faire livrer. Bah oui, t'as pas de On local. n'a pas de locaux, on n'a rien. Ouais. Entre la cuisine et la salle à manger. Et donc moi j'arrive chez Avec les moi, maillots c'est de bain un, à côté des maillots de bain. c'est un- ouais non mais c'est ça. Je dis moi, tu sais, je la joue, je dis moi je m'en fous de la mettre chez moi. J'ai un petit T2 à Paris, ça va. Le mec il me dit non non mais elle fait 180 kilos la machine, ça se passe pas comme ça. Le mec, il Pour a la dû se faire dire, c'est la passer dans première la- fois que je vends une machine comme ça à un mec qui me dit, je la mets dans mon appart. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, on va visiter des locaux à Paris, ça se passe pas, truc. Et mon associé me dit dans un éclair de lucidité de génie, ok, on la met chez mes parents à Marseille, qui ont une grande maison avec un extérieur et tout. Par contre, moi, j'arrête de bosser, mais je retourne vivre à Marseille. Je dis, ok,
fine, pourquoi pas. Donc, on utilise la machine, on fait installer la machine. Le formateur adorable. Franchement, lui, si on a réussi autant avec Bureau des Goodies, c'est aussi grâce à lui. Parce qu'il nous a toujours aidé plus qu'un fournisseur, bref. Ouais. Et là, il me dit, les gars, est-ce que vous avez mesuré les portes de la maison pour faire passer la machine? Oh, putain. Là, on se regarde comme ça avec mon associé. Hoppa. Quelle porte? Il dit, les gars, les portes pour faire entrer la machine dans la chambre ou dans la maison. Sinon, on n'a pas mesuré. On mesure, évidemment, ça passait pas. Oh. Et donc, mon associé, son meilleur ami, son père, il a une boîte de déménagement. Mhm. Donc, il nous a envoyé 4 mecs pour les faire passer par la fenêtre. La machine, elle fait 180 kilos. Ça passe. Et genre là, donc moi, je fais la formation avec mon associé pendant 2-3 jours. Et on se casse. Il a jamais brodé. Il est diplômé d'une école de commerce. Il devient brodeur. Dans sa chambre de gosse. Ouais. C'est n'importe quoi. Et donc, il commence à broder. Je reviens genre 2-3 semaines après. Sa chambre jonchée de déchets. Genre parce que tu as du De papier, chutes, de de trucs, chutes, de ouais. tissus. Et tu devais sur les polos mettre une colle en spray Mhm. sur le polo pour que le papier adhère et que le cadre Ouais. adhère. Ouais. Chez ses parents, toutes les poignées de porte collent, toutes les tables collent. Oh. Et tu vas chez eux, ça fait ça toute la journée. Et là, le bruit, il est pas très fort. Toute la journée, de 6h à minuit. Oh là là. Ses parents, ils nous attrapent. Ils nous disent, franchement, c'est un beau projet, mais genre, cassez-vous, Et je vais quoi. vous tuer. Et déjà, ils ont été archi patients. Donc, on se met en quête de trouver un premier local. Ouais. Et donc, on prend un premier local. On se dit, bah, quitte à avoir un local, viens, on rachète une machine avec 4 têtes. Donc, tu vois, 4 heures, enfin 1 heure, pardon, ça te fait 4 pulls. Ok. Et on achète une machine à floquer, une machine à imprimer. Et on commence à bosser tranquillement. Et là, la machine, la boîte, pardon, elle grossit grave. Et on passe de 2 à 70 quasiment en 7 ans, 6 ans et demi. Ah, personne. Ouais. Ah ouais. Putain, ça race. Ouais. Ah ouais, donc là, ouais. Je te passe le Covid où on venait d'acheter une usine de 500 mètres carrés à La Ciotat. Enfin, je te passe certaines péripéties, mais Moi, je suis arrivé, parce que du coup, j'étais en école de commerce, j'ai fait des assos, etc. Beaucoup de ma première année à la 5e. Donc, en fait, je vous ai connu et vos concurrents les 5 ans, tu vois. Ouais. Et donc, je suis arrivé au moment où vous veniez d'acheter l'usine. Parce que du coup, ça devait être en 2021, quoi. Ouais, c'est 22, ça. en fait. Quand ouais, moi, nous, je on suis a arrivé en acheté école de vraiment commerce. 2019 l'usine. Ok. Et donc, tu l'achètes au moment du Covid. Et après, il se passe quoi? En fait, je l'achète en novembre Ouais. 2019. Et là, c'est Scarface. C'est la scène où il compte les billets, le truc. C'est en fait le seul petit caillou qu'on avait, c'était ça. On achète une usine. On est quasiment indépendant sur la sous-traitance, donc on gagne beaucoup mieux. On satisfait beaucoup plus les clients. On est super rapide en termes de délai. Donc en fait, tous mes concurrents, dès qu'il y avait une commande qui était trop pressée, qu'eux ne pouvaient pas la sous-traiter, nous, on pouvait la faire. Ouais. Sauf qu'on pouvait la faire à nos prix. Ouais. Et donc, on était très peu cher sur les commandes classiques, sauf sur les commandes où on était les seuls à pouvoir la faire. Et donc là, on a allumé. Et donc, vraiment, on est en pleine croissance. On a recruté genre 20 personnes à ce moment-là. Ouais, putain. Et mars 2020, qu'on connaît tous, Le coup dans la nuque. le coup d'arrêt, globalement. Et un peu comme tout le monde, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être bouffé. On a la chance avec les étudiants, c'est que eux aussi, optimistes que nous, globalement continuent de faire des commandes parce que de toute façon, suite de promo, que tu sois en cours ou pas en cours, tu vas l'avoir. Suite d'assaut, pareil. Donc nous, on n'est Et pas puis, si t'as envie affectés de que ça. l'avoir en plus, quand même. Et quand t'as t'es envie de étudiant. l'avoir. Tu veux pas te dire, à cause du Covid, je vais pas avoir mon pull qui va me garder, qui va être un souvenir et tout, tu vois, t'as vraiment envie de l'avoir. Ouais. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on commence à avoir le noyau dur de notre équipe. Celle qui nous a permis vraiment de tout exploser. Et on est tous à peu près, comme mon associé, qui est aussi un grand sportif, et moi, très portés compète. Ouais. Et donc, eux aussi. Et donc, on se dit, mais on va pas se laisser bouffer pendant le Covid, on va pas s'endormir pendant le Covid. On va se taper des bases de données, on va aller chercher l'assaut de géopolitique, de la Sorbonne, Campus 8, de je sais pas où. Et je veux tout avoir. En sortie de Covid, je veux tout avoir. Et pendant le Covid, certains de nos concurrents dégagent des commerciaux. Ouais. Parce que c'est dur pour tout le monde. Mhm. Et nous, on fait le pari un peu fou de prendre les commerciaux des autres. Ok. Parce qu'on se dit, dès que ça va sortir, ils vont être formés, Ils vont avoir leur contact. ils vont avoir leur contact, et on va éteindre tout le monde d'un coup. Bah ouais. Et on a eu la chance, parce que c'était un pari risqué en termes de trésor et tout, que ça s'est réouvert l'été. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'été 2020, Ouais. Oui. ça s'est réouvert avant que ce soit couvre-feu et tout septembre, ça, en ouais. octobre et tout. Donc nous, on a fait une tonne de campagnes, une tonne de commandes à ce moment-là.
Je pense qu'on a éteint tout le monde. Et ça a refermé. Sauf que ça avait refermé avec plein de clients. Et donc, on les a fidélisés. Et après, c'était parti et on a fait que grossir. Après, c'était n'importe quoi. On avait des bureaux, nous, qu'on avait pris trop grand pour 20. Mais à 70, t'imagines qu'ils étaient largement trop petits aussi. Bah ouais. Donc, tu avais des gens dans le hall, tu avais des gens sur les mois d'été sous les perrons, le porche dehors du bureau, Ah quand ouais. il pleuvait pas et tout. On a reloué le placard à balai en face pour mettre 3-4 personnes. Mais c'était n'importe quoi. Il y avait des canapés dans le hall, on avait mis 3-4 personnes. Putain, mais c'est... Et c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Putain, tout ça en 2 ans, c'est ça, du coup? Après le Covid, ouais. En gros, avant le Covid, on devait être une vingtaine, un Ouais. truc comme ça. Et après 2 ans après le Covid, moi je vends le 30 septembre 2022. Donc Ok. entre je crois que c'est le 9 mars, un truc comme ça, le Covid, Ouais. 2020 et le 30 septembre 2022, on passe de 20 et quelques à 70. Donc pendant le Covid, alors que du coup, toi, tu as une boîte dans l'événementiel, tu as réussi à plus que doubler le nombre de salariés que tu as eu, alors qu'il n'y avait pas d'événements, etc. C'est ça. Trop fort. Mais Trop alors, fort, pourquoi rien à dire, trop fort. Avec du recul, très fort, trop risqué. Ça fait partie de ces conneries que tu fais quand t'es jeune Ouais. et inconscient, j'ai envie de te dire. c'est un coup de poker, quoi. C'est un coup de poker qui peut très mal se terminer Enfin, en Ouais. vérité, là, on en rigole parce que c'est bien passé. Oui, oui. Ça aurait pu flinguer la boîte. On aurait Mm. pu se retrouver 30 septembre 2022 avec plus un euro en trésor Ouais. et, Redressement, et redressement. Et puis, tout ce que tu as fait avant, qui avait de la valeur, parce que tu passes pas de 0 à 20 quand même, Oui, bien sûr, bien sûr. gratuitement, bah tu l'aurais cassé, tu l'aurais tué. Mm. Et je vais te dire, avec du recul, c'est beaucoup plus difficile de passer de 0 à 20 que de 20 à 70. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est un peu la même histoire que c'est pour le premier million. Le premier million, il est très compliqué, et t'as le deuxième million, il est plus simple. Bah, c'est un peu la même Ouais, analogie. Ouais, c'est c'est ça. un effet de levier, ouais. Ouais, Ouais. un peu, ouais. Et pourquoi tu décides de vendre alors? Si tout se passe bien, si t'es en croissance. On décide de vendre avec mon associé. Lui, il faut savoir quand même qu'il est passé de euh, école de commerce, je travaille dans un bureau sympathique, à je gère une usine dans le froid, dans le bruit, dans la crasse, dans la poussière, dans plein de trucs. Qu'on arrive aussi à des âges où on se marie tous les deux. Alors pas ensemble, mais on se marie quand même tous les deux. Lui, sa femme est enceinte. Et en fait, tu as une vraie perte de sens. Tu as une Mm. vraie perte de sens. Et on va en parler dans la Gen Z et tout à la fin, mais on travaille pas de 14 à 16 heures à ce moment-là. Moi, je suis au bureau à 6 heures. Des fois, je rentre à minuit. Je, Ouais. je rentre rarement avant 21 heures. Lui, Putain. mon associé, c'est pareil. Ouais, c'est un Donc, rythme. on a un rythme de cinglé et une perte de sens. J'ai géré ça un peu comme un étudiant, c'est en mode projet étudiant, on travaille le matin très tôt, le soir très tard, la nuit. Enfin, moi, pour te dire, pendant 6 ans et demi de boîte, il y a, allez, un jour dans l'année entière où je bosse pas. Les 364 autres, je bosse et je bosse pas un peu, tu vois, je bosse vraiment comme un cinglé. Tout est fait pour optimiser le temps. Moi, j'achète un téléphone waterproof pour bosser sous la douche. Quoi Ouais, ouais. Non, mais je suis à un niveau Pardon. de matrixage de cinglé. Je me renseigne pour savoir quel téléphone capte le mieux dans le métro pour pas perdre de temps. Mais c'est du délire. Enfin, c'est un niveau de matrixage pas possible. Et donc, Putain. Mais c'est un truc de fou. C'est ouais, ouais, c'est c'est un ça. truc de malade. Et donc, en fait, ce truc-là, quand t'exploses tout, quand tu doubles ton chiffre d'affaires tous les ans, Tu penses qu'à ça en fait. en vérité, ça va parce que t'es porté par l'euphorie. Quand la croissance, elle commence, t'es comme ça, bah, à bout d'un moment, ça continue, mais moins fort. Et en fait, quand t'accumules des euros sur des euros, au bout d'un moment, enfin, peut-être que pour certains, c'est kiffant, mais nous, ça nous a pas fait kiffer, tu vois, Ouais, au bout d'un moment, tu gagnes très, très bien ta vie. Genre, gagner très, très, très bien ta vie, ça fait pas une énorme différence. Par contre, ta vie, genre, elle est pourrie. ouais, c'est Mm. ça. En vrai, notre vie à ce moment-là, elle est pourrie. On gagne archi bien notre vie. On achète nos apparts avec mon associé, on achète des entrepôts à côté de Marseille et tout. Et, D'après. et on gagne très bien notre vie, mais on a, j'ai envie de dire, presque pas le temps d'en profiter. Ouais. Genre, allez, le seul truc qu'on fait, c'est qu'on bouffe. Lui et moi, on bouffe. Alors, on va dans des bêtes de resto, on achète une tonne de bouffe, de qualité et de machin. Moi, je prends 17 kilos à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est ton Ça. vrai truc de te dire, vas-y, je kiffe jamais, autant je vais faire les cours, je vais kiffer parce que c'est mon seul moment de kiff. Et tu fais du sport un peu ou? Mais j'ai presque arrêté le sport parce que j'ai plus le temps. Ouais. Et Et donc, t'arrives pas à déléguer ou c'est. j'arrive à déléguer,
Mais en fait, tu as tellement de choses, tellement d'enjeux, tellement de que tu te rajoutes un autre truc. On a créé une autre boîte en parallèle qui faisait de l'objet publicitaire pour les entreprises. On a créé une agence de com pour les étudiants en parallèle. Ouais. Et en parallèle, on crée une carte de fidélité pour les étudiants. Alors ça a foiré grave, mais passons. Mais du coup, en fait, toi, dès que tu délègues, dès que tu gagnes du temps, tu te rajoutes des tâches. Ouais, tu te dis parce que bon, j'ai du temps, donc je vais m'occuper de ça maintenant, quoi. Et toi, c'est comme de l'entraînement. Tu travailles de plus en plus rapidement, tu es de plus en plus efficace. Mais du coup, tu fais de plus en plus de trucs. Et c'est en devenir presque cinglé, tu vois. Et on a un vrai mal-être psychologique qui arrive à ce moment-là. Et c'est mon associé qui le premier dit stop, stop, faut arrêter, faut qu'on vende, faut qu'on arrête, faut qu'on fasse autre chose. Stop. Et donc, on se manquait de trouver un repreneur. Et donc, on fait quelques rendez-vous, parce que la boîte, elle avait quand même de la valeur. Mais c'est pas simple de vendre une boîte comme ça. Enfin, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Tu vends pas un paquet de pâtes. Ouais, et en plus, bah, du coup, c'est plus de taf, quoi. Et c'est plus de taf. Et donc, on y arrive. On trouve un repreneur, Thibaut, de l'atelier Katanga, qui lui, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, c'est pas un. C'est pas un commercial comme nous dans l'âme. Lui, enfin nous, le seul truc qui nous intéresse, c'est de vendre. Hmm. Lui, c'est un gestionnaire. C'est un mec que ça intéresse vraiment la production, la technique, la logistique, paramétrer une usine. Le mec crée une usine de malade. Avec de l'automatisation, le truc. Enfin, il s'inspire de l'usine Tesla en Californie. Ok, Putain, ouais, ouais, il pète d'accord. un plomb, quoi. Il va au bout du Et truc. il te prend une usine de 3000 mètres carrés. Putain. Sauf qu'entre une usine qui est petite et une usine de 3000 mètres carrés, il y a un monde où tu la remplis quand même. Hmm. Ouais, bah ouais. Et donc, il a besoin de la remplir. Nous, on a une toute petite usine de 500 mètres carrés. Quand on vend, tu as des cartons du sol au plafond. Mais quand je te dis cartons du sol au plafond, il faut les sortir le matin pour rentrer à pied. Dans l'usine, il faut les re-rentrer le soir parce que tu vas pas les laisser sur le perron. Heureusement que tu es à Marseille qui pleut pas trop. Ouais. Mais globalement, c'est n'importe quoi. Donc en fait, lui nous rachète commercialement parce qu'il y a un intérêt financier, mais aussi parce que doublement, lui va remplir son usine. Ouais. Donc c'est le mariage idéal sur le papier et on lui vend l'entreprise à ce moment-là. Putain. Et là, Et ça y est, Là, tu souffles. Là. Ouais. Et d'où, en fait, ce que tu disais à l'introduction, un an de repos, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que là, tu arrives et dans ta tête, dans le développement de la boîte, tu es au plus haut niveau de croissance. Comment tu arrives à avoir le recul pour te dire, là, il faut que j'arrête aujourd'hui, maintenant, tu vois. Donc, le déclic, c'est ton associé, mais genre, il est venu un soir, il t'a dit, non, mais on s'arrête, ou en fait, tu sentais que tu étais en train de monter, et que. Je veux dire, Il comment m'appelle t'arrives à le ce jour déclic, de mon quoi. anniversaire, sans me le souhaiter d'ailleurs, ça je le retiens. Les gars, on a 8000 commandes, c'est mon Et anniversaire. non, mais j'étais à Dubaï et en gros, il me dit là, c'est la merde. Moi, j'étais parti en vacances une semaine. Ouais, Il me dit, c'est plus possible. Donc, il m'a massacré mes vacances, je t'avoue. ouais. Il me dit, faut qu'on vende, faut qu'on trouve un repreneur. Moi, en tout cas, à partir de septembre prochain, je suis plus là. Et toi, tu l'as pas, tu le vois pas venir, quoi. Ah non, on est 5 mars. Je vois venir autant que pour moi. Ouais, ouais. Mais en gros, on se dit, tant qu'il n'y en a pas un qui craque, on continue, tu vois. Et donc, on continue. Et là, je dis, ok, on avait failli vendre 3 ans juste avant le Covid. Et ça s'était pas fait parce que le mec qui voulait nous racheter nous dit au moment presque de signer, bon, t'avais le Covid quand même qui avait joué. Mais de toute façon, je pense que j'aurais pas été au bout parce que la boîte, vous avez trop de valeur, Nicolas et toi, pour la boîte. Ouais, ouais. T'apportes trop de choses. Et Ouais. comme quand je vous rachète, vous partez, bah, je perds les deux plus gros assets de la boîte. Hmm. Et donc, en fait, à partir de début mars jusqu'à fin septembre, quand on a vendu, tu as une vraie logique de trouver des gens intéressés, mais ça, c'est pas dur. Tu vas aller chercher toutes les boîtes qui font plus que 15 millions de chiffre d'affaires sur ton secteur d'activité, quoi, globalement. Et tu t'essaies de les séduire. Hmm. Sauf qu'en parallèle, tu as un vrai travail un peu de, pas de maquillage, mais d'organisation, d'automatisation pour que la boîte soit plus dépendante de toi. Et tu montes en pression. Après, c'est des vrais négos sur des montants importants. Donc en fait, chaque jour, c'est les montagnes russes. Je vais t'acheter. Ah bah non, si ça, c'est pas comme ça, je t'achète pas. Et puis, mais si, mais en fait, mais non. Et c'est les montagnes russes. Donc tu as 6 mois qui sont un enfer. Hmm. Et on signe le 30 septembre. Il y a une couille dans le virement, il arrive pas. Moi, j'avais 40 personnes chez moi pour fêter le truc. Et l'argent, il est pas arrivé. Hoppa. C'est-à-dire, tout le monde est en plein kiff. Et toi, tu stresses parce que l'argent est pas là, quoi. Moi, c'est pas que je stresse, je sais qu'il va arriver, mais ça m'a niqué Ouais. ma célébration. Mon associé, lui, il est pas là parce que son gosse, il est né le 26 septembre, donc 4 jours avant. Oh, Enfin, bref, wow. c'est le bordel complet, le truc. Et donc, l'argent arrive, genre le lendemain. Et moi, je me dis, ça y est, je vais pouvoir vivre ma best life. Sauf que toi, tu te lèves, tes potes, ils sont partis bosser.
ta femme, elle part bosser, et genre, allume la télé à 11h un lundi. Il n'y a rien à faire. Ouais. Mais il n'y a rien à faire. Alors, tu vas faire un peu de sport. Et qu'est-ce que tu vas faire à Paris, plein mois d'octobre, en pleine journée, s'il n'y a personne pour être avec toi? Ah, mais tu te fais chier comme Donc, un tu te rat fais chier comme un rat mort. Et en fait, tu te lèves sans objectif. Moi, j'ai une hygiène de vie très poussée. Je me lève à 5h50 tous les jours. Bah là, tu commences à te lever à 6h15, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 9h. En fait, tu te fais chier. Hmm. Et genre, donc, je prends ma femme à un moment donné et je lui dis, viens, on va faire le tour du monde. Donc, on va faire le tour du monde, mais on fait n'importe quoi. Genre, tour du monde comme des gens pas organisés. On fait Paris, Dubaï, Dubaï, Maldives, Maldives, on retourne à Dubaï voir des potes qu'on avait ratés à l'aller. Dubaï, tiens, on se dit, viens, on va aller au ski. Le ski, il fait froid au ski. Bah, viens, on retourne aux Maldives. Aux Maldives, viens, on va aux États-Unis. Puis en fait, on a acheté des trucs. Enfin, on a acheté des fringues sur place qu'on repassait presque pas chez nous. Enfin, c'était mais n'importe quoi. Ah, c'était la vraie kiffance là. C'était le kiff. Donc, on fait ouais, 3-4 gros mois comme ça. Et là, pour le coup, on s'amuse. Ouais, ça t'a fait du bien quand même. Ça de m'a fait du relâcher, bien de relâcher la pression et tout. Et à la fin, on est de retour aux Maldives. On y a été 3 fois, hein. L'empreinte carbone de con. Faut pas le dire, ça. C'était des avions solaires. Non, mais t'as tout fait en stop, en fait, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. À la nage, j'avais Ouais. un canoë personnalisé. Et donc, on repart aux Maldives. Et maintenant, il faut savoir qu'aux Maldives, c'est une île, je pense, ça fait, je sais pas, 800 mètres de périmètre. Hmm. Ouais. Donc, tu fais assez rapidement le tour. Je commence à réfléchir, je marche, je réfléchis autour de l'île. En fait, je me rends compte que je fais des tours comme un con de l'île. Comme un Tu mec fais des qui est en tours tôle, d'île. quoi. Putain, Ouais. c'est ouf. Et ma femme me dit, tu commences à être un peu casse-couille. Ça serait bien pour toi, pour moi, pour notre couple, que tu Tu rebosses, quoi, ou que Ouais. tu retrouves une passion, ou fais de l'humanitaire, ou fais un truc, mais en tout cas, fais quelque chose, quoi. Et je me dis, ouais, faut que je me remette sur un projet. Sauf que moi, j'ai jamais créé de projet en tant que tel. J'ai répondu à des opportunités qui se présentaient à moi. Hmm. Là, on me dit de créer un truc de zéro. Et Ouais. je suis pas un créatif. Moi, je sais pas créer. Ouais. Je suis un excellent copieur où je m'inspire de ce qui existe déjà, je l'améliore. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Inventer, je sais pas faire. Et je me retrouve face à une feuille blanche. Tout le monde me dit, mais c'est magnifique. T'as de l'argent, de l'expérience, des connaissances, du réseau. T'as une feuille blanche en face de toi, tu peux écrire l'histoire que tu veux. Ok, ouais, mais le premier mot, il sort pas en tout cas. Hmm. Et j'y arrive pas pendant presque 6 mois, ça ne veut pas sortir. Jusqu'au jour où ma femme me dit, mais t'énerve pas, panique pas, te stresse pas, tu sais tout faire Ouais. et tu vas pouvoir vendre n'importe quoi, tu vas pouvoir vendre à n'importe qui. Un truc comme ça. Je me dis, mais en fait, c'est ça mon expertise, c'est pas un marché en particulier, c'est la vente en tant que telle. Et donc, c'est comme ça qu'est né Atmada finalement. Ok. C'est de te dire, j'ai une valeur ajoutée dans Dans la la vente, vente et je vais donner tout ce que j'ai appris aux autres, quoi. alors, à ce moment-là, c'est tout le monde a besoin de vendre. Moi, je sais, avec beaucoup de prétention, faire vendre tout le monde et n'importe quoi à n'importe qui. Donc, je vais pouvoir les aider. Comment? À moi de trouver, mais je vais les aider comme ça. Et donc, je commence à bosser là-dessus. Je te fais une ellipse de la chaîne de resto que j'ai lancée avec mon associé aussi qui n'a pas marché, où ça n'a pas un grand intérêt, mais ça, il y a ça en parenthèse. Ok. Et je me dis, bon, bah ça, je peux le faire. Et je commence à sentir qu'il y a un truc qui... Je sens un truc. Et là, je vais m'enfermer dans mon bureau et je me remets à bosser en mode militaire. Hmm. Et je sais que j'ai l'idée. Je sais que j'ai l'idée, je sais que j'ai le business, mais j'ai pas craqué. Et là, j'ai la tête dans le guidon, j'arrive pas à voir les choses. Donc, je dis à ma femme, comme ça m'arrive très souvent, viens, on va à Miami, on va réfléchir aux États-Unis. Prendre un petit bol d'air. Prendre un petit Classique. bol d'air, de soleil, plein mois d'octobre, c'est pas mal. C'est le mois d'octobre de l'année d'après. Et du coup, on part aux États-Unis pour réfléchir, pour mieux voir les choses. Et en fait, on reste, allez, je dis 3 mois, mais c'est même pas ça, c'est genre 2 mois. Ok. Et là, en mode deep focus, on chope le Covid, mais deep focus quand même. Et la boîte, elle se crée comme ça. Et ça y est, c'est le début d'Atmada, quoi. Ok. Du coup, et là, Atmada, du coup, c'est. S'il faut expliquer à Max, Ouais, parce que comme t'as bien fac vu, de bio, comment tu t'expliques oublies, le Atmada? j'étais déjà pas à l'aise. Du coup, concrètement, enfin, c'est quoi? Enfin, c'est. À ce moment-là, non, mais c'est une bonne question, parce que moi, je fais comme si j'avais créé Nike et que tout le monde connaissait, mais personne la connaît, ma boîte. Donc, faut Non, l'expliquer, c'est vrai, t'as raison. En gros, je me dis, bah, les boîtes, elles ont besoin d'une stratégie commerciale. Ouais. Ensuite, elles ont besoin de gens pour l'appliquer, donc de recrutement D'accord. commerciaux. Et elles ont besoin qu'on les forme pour que ces commerciaux-là, qui soient bons, ils passent à très bons. Ok. Et donc, on crée un cabinet de conseil en stratégie commerciale à ce moment-là. Ok.
une agence de recrutement de commerciaux et un organisme de formation de commerciaux. Ok. Et donc ça, c'est la genèse d'Atmada, globalement. Et en fait, pour que tu aies la photo à l'heure où on se parle, Atmada, aujourd'hui, on a réfléchi l'externalisation. Quoi? L'externalisation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça va être moi qui vais recruter des commerciaux, D'accord. ça va être moi qui vais former mes commerciaux Ok. pour les louer, entre guillemets, à mes clients finaux. D'accord. Ok, bah, c'est bon. Et justifiant une marge, en fait, du coup. Ok, oui, bien sûr. Donc ça, c'est 80% du business actuel. Ok. Et en parallèle de tout ça, on a une communauté de commerciaux où notre travail, ça va être d'aller faire venir des commerciaux dans la communauté, les former gratuitement, les inviter à des événements gratuitement, les faire bosser ensuite, moyennant du coup une commission, mais côté entreprise. Ok, d'accord. Et donc pour les commerciaux, ils montent en compétences, ils génèrent des opportunités gratuitement. Et nous, ça nous permet d'avoir les meilleurs commerciaux à proposer aux entreprises. D'accord, bah c'est bon, j'ai tout compris. Vraiment. Ok, recrutement, communauté, connexion, j'ai capté. Bon, bah parfait. Génial, je pense que vous avez capté aussi. Si j'ai capté, vous avez capté. Et t'as pas beaucoup de concurrents dans ce domaine-là? Alors on a beaucoup de concurrents, mais très éclatés. Ok. Non, J'adore éclatés, le mais très éclaté, tu vois? et pas éclaté au sens propre du terme, mais au sens éclaté en termes de typologie de concurrents, Ok, dans le ok, sens ok. où tu as beaucoup de cabinets de recrutement, Ouais. un petit peu spécialisés commerciaux, mais pas énormément, beaucoup de cabinets de recrutement, mais très peu font de la formation. Tu as beaucoup de cabinets de formation, mais très peu spécialisés que commerciaux, et encore moins qui font du recrutement. Et tu as beaucoup de gens qui font de l'externalisation de commerciaux, mais pas de formation et pas de Ouais. recrutement. Donc nous, l'idée, c'est de dire, bah, aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde, quel que soit pardon, ton stade de maturité, ta typologie d'entreprise, de besoins, de produits, de commerciaux, on y a une réponse à t'apporter, quelle qu'elle soit. Et l'idée, c'est pas d'avoir un truc, de te dire, bah, je te vends ça parce que c'est plus intéressant pour moi. C'est je regarde quitter ce dont tu as besoin et je vais te créer un truc sur mesure par rapport à ce que tu as besoin. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc tu as une approche en fait un peu différente des autres, beaucoup plus sur mesure, quoi. En fait, exactement, moi je considère que ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est ce que le client a besoin. Hmm. Aujourd'hui, un client, donc n'importe quelle entreprise, a des besoins différents. Donc soit je m'y adapte, soit je suis adapté pour certains et pas pour d'autres, globalement. Génial, ok. Et donc là, ça fait 2 ans. Et Ouais. tu te vois faire ça encore très longtemps ou c'est une phase enfin, où tu te sens avoir trouvé ta voie? C'est un peu ça que je veux dire en fait. Pour l'instant, ça me plaît. Ouais, Pour l'instant, ça m'excite. ouais. C'est deux éléments qui sont importants pour moi, pour mon épanouissement. Tu vois, on travaille sur des gros projets, c'est-à-dire que là, on part sur un coup de poker. Tout ce qu'on fait, on est en train de le digitaliser. Hmm. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une plateforme sur laquelle les entreprises et les commerciaux vont se rencontrer, que ce soit pour des missions de freelance ou des CDI ou des CDD. Et nous, on sera que l'intermédiaire qui anime la communauté et tout ça. Donc, tu vois, on rebat un peu les cartes parce qu'aujourd'hui, on gagne très bien notre vie, mais on pense que l'avenir est par là. Et pour te tendre une perche sur laquelle tu vas rebondir à un moment donné dans ce podcast, nous, on a quand même des ambitions internationales, notamment aux États-Unis, et on sait que un développement international passe par quelque chose de plus scalable que juste on vend, on achète, on vend entre guillemets de la Ouais, prestation. Hmm. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc là, on est en plein développement depuis 9 mois Ouais. avec l'aboutissement. Là, on tourne, on est le quoi? On est le 12 octobre. On a sorti la première partie mi-septembre et la deuxième partie très attendue le 1er novembre. Donc on est en plein rush. Pour l'instant, ça me plaît. On verra ce que ça donne dans un an. Et, Ouais, bah ouais, et tu top. viens nous voir un dimanche, c'est légendaire ça. C'est ça. Putain, trop fort. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce Ouais. que comparé à du coup le bureau des goodies et aujourd'hui, comme tu nous as expliqué à l'époque, tu avais une vie bien pro, bah du coup, tu te levais à 6h et tu finissais à 21h minuit, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, bah du coup, t'es papa, ça se passe comment, du coup, cet écart entre le professionnel et le perso? Genre, t'arrives mieux à gérer tout ça? J'arrive beaucoup mieux à gérer. Il y a des moments où c'est pas simple. Il y a des Ouais. moments, on va dire, je replonge dans mes travers. Mais le fait d'avoir optimisé au maximum mon emploi du temps pendant très longtemps, Ouais. bah déjà m'a permis d'avoir de bons réflexes et surtout d'être très pragmatique quant à ça. Et donc, quand tu as l'arrivée d'un enfant ou quand tu as un changement de priorité dans ta vie, bah tu vas dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mon temps, j'ai envie qu'il soit alloué à quoi? Je te l'ai dit, j'avais pris 17 kilos à un moment donné que j'ai perdu. C'est un élément important aussi dans ma vie. Donc, tu vois, je me dis, bah,
aujourd'hui, bosser beaucoup, ça me fait pas peur. C'est pas parce que j'ai vendu une boîte que je vais m'arrêter. J'ai vite tendance à me faire chier. Mhm. Donc, je me lève toujours très tôt. Tu vois, moi, à partir de 6 heures du matin, je T'es suis sur le lavé, je suis sur l'ordi, je suis Putain, solide. en ordre d'attaque, tu vois. Bah, au début, j'allais au bureau à 6 heures, je commençais ma journée, j'étais détente. Je me suis rendu compte que ma fille, elle se levait à 9 heures Ouais. et qu'il n'y avait pas besoin de moi au bureau avant 9 heures. Bah, je suis resté à la maison. Je passe un quart d'heure tous les matins avec ma fille avant que j'aille au bureau, avant qu'elle aille à la crèche, etc. Qui a de la valeur. Sauf que moi, j'ai commencé à 6 heures. Donc, j'ai plus besoin, entre guillemets, de rentrer à minuit. Ouais, bien Je sûr. vais rentrer à 19 heures Tu vas pouvoir. et je vais pouvoir passer du temps avec ma famille. Donc ça, tu vois, c'est un changement de carte. Après, le fait d'avoir vendu cette première boîte, de pas être dans le besoin, fait que si j'ai pas fini un truc, enfin, je m'en fous un peu. Ouais, je comprends. Donc, Ouais, t'as pas du tout la même pression, quoi. j'ai pas la même pression. Alors, je me la mets beaucoup parce que c'est mon Mm. tempérament de compète et que je veux gagner quoi que je fasse. Mais je veux dire, je me suis aussi rendu compte, et ça, c'est le sport qui m'a beaucoup aidé, à comprendre la différence entre travailler et travailler bien. Ouais. N'importe qui est capable de se mettre devant un écran, si tu lui mets le salaire qui va avec et la motivation qui va avec, de 5 heures du mat jusqu'à 22 heures. Ouais. Sans aucun problème. Tu peux même lui dire de sauter le repas, il va le sauter sans problème. Sauf qu'est-ce qu'il va travailler correctement ou très correctement pendant ces X heures? Sûr que non. Mm. Donc en fait, moi j'ai appris à mieux travailler. Je me suis fait coacher par des gens, gestion de temps, gestion de plein de choses. Parce qu'en fait, je voulais faire en 10 heures ce que je faisais en 15. Ouais. Ok. Ça, Ouais, ça, c'était ça, de c'est l'optimisation. ouais. Je comprends. Ouais. C'est un élément hyper important, je trouve, quand même. Parce qu'on voulait l'évoquer un peu dans cette dernière partie autour de l'entrepreneuriat, etc. Mais de faire le choix d'investir sur toi-même plutôt que d'investir sur un business ou sur des études ou enfin décider d'investir sur de la formation propre et de te dire faut que je réduise ce temps-là. Parce que du coup, c'est un truc qu'en fait, on oublie parce qu'on voit que les choses vont très vite, que on voit les infopreneurs à Dubaï, on voit tout ça, on se dit que ça peut aller très vite. Mais est-ce que tu vois ce décalage, en tout cas cette évolution entre avant, il fallait investir sur soi d'un point de vue études, et aujourd'hui, il y a le développement des formations et de vouloir vraiment investir sur toi une fois que tu es déjà dans le business, tu vois. Est-ce que ce- comment tu as eu ce recul-là de te dire je vais vraiment me former parce que je sens qu'il faut que je gagne du temps et à quel moment tu as eu ce truc-là, tu vois? À quel moment tu t'es dit faut que je m'investisse sur moi parce que je perds du temps et d'un point de vue global, est-ce que tu vois que les gens autour de toi font la même chose ou pas forcément, oublient de le faire, tu vois? Non, vraiment pas. C'est-à-dire que tu passes une grosse vingtaine d'années de ta vie à étudier. Ouais. Alors, mon maternelle, c'est pas les études les plus fortes, mais que ce soit en école payante, que ce soit à la fac, quand bien même tu y passes du temps. Ouais. Et c'est très bien. Mm. Moi, tu me verras jamais critiquer les études. C'est un excellent Même vecteur. Cage. Cage, je vais les critiquer, mais pour autre chose. Mais c'est hyper intéressant les études. Après, la différence, c'est toi ce que t'en fais de tes études. Ouais, bien sûr. Si tu vas pas en cours, que tu n'écoutes pas, que tu fais pas tes leçons, que tu n'approfondis pas, bon, tu perds ton temps. En revanche, et tu peux réussir sans faire d'études. Ça, c'est un fait. Par contre, bah, tu as beaucoup plus de chances d'être meilleur si tu fais des études. Ouais. Sauf qu'en fait, une fois que tu finis tes études, que tu crées ta boîte, que tu sois salarié, peu importe ce que tu vas faire, t'arrêtes. T'arrêtes d'apprendre. Ouais. Ouais, bah ouais. Allez, la plupart des salariés vont se mettre sur la formation payée par leur entreprise une fois dans l'année. Mm. Certains chefs d'entreprise vont se former une fois dans l'année, 2 fois dans l'année. Ouais, en fait, c'est pas le modèle de notre société. Enfin, C'est- c'est pas le modèle de l'emploi, en tout cas en Non, France. ni de l'entrepreneuriat Ouais, d'ailleurs. ouais. Ok, ouais. C'est archi minoritaire. Et je trouve ça dommage. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu te formes, tu apprends à faire les choses mieux, tu apprends à faire les choses plus rapidement, tu apprends des choses sur toi-même. En fait, tu gagnes soit en temps, soit en argent, soit en confort, soit en réputation, soit en plein de trucs. C'est que Je veux du dire, bénéfice. c'est que du bénéfice. Et pour le coup, alors, tu parlais des infopreneurs, tu as des geeks qui forment sur n'importe quoi, mais tu as quand même toute une flopée de formateurs, que ce soit sur la vente ou sur tous les aspects du monde professionnel, qui sont très bons Mm. et qui ont des choses à t'apporter. Alors, bah, pour le coup, moi j'ai fait Kedge, je t'en parlais, j'ai fait un chèque de 30 000 euros à Kedge. Alors je fais quoi? J'arrête après? Ouais. J'ai pas appris grand chose, mais j'étais prêt à payer 30 000 euros.
je vais m'arrêter? Bah non, Mmh. parce que ça m'a aussi permis d'être ce que je suis. Donc moi, ça me dérange pas de payer mais des formations, chères, voire très chères. Et tu as payé des formations vraiment en ligne où le mec, tu l'as découvert en ligne et Rarement, vraiment OK. Donc tu as ouais, rarement. tu Ça quand va même fait plutôt des être des trucs, gens, soit c'est je paye rarement des formations en mode programme, truc. Je dis mmh, pas que c'est pas bien, en tout cas, c'est pas ma tasse de thé à moi. ouais. Je vais plutôt aller chercher des formateurs indépendants, du sur mesure. Moi, en vrai, je sais que si je fais une formation, j'écoute un peu de loin, j'appliquerai pas, je dépense mon argent pour rien. Par contre, tu vois, bah, ce matin, j'étais à la Fnac, j'ai acheté pour 150 € de bouquins. Bon, bah, pendant 2 mois, je vais lire ces bouquins, mais ça va de tout, de l'art de prendre la parole à l'oral, quant à la vente parce que, bah, c'est ce que je fais, jusqu'à l'entrepreneuriat, enfin, il y a des sujets, sociétaux aussi. On est là pour apprendre, celui qui apprend pas, il est déjà mort et en vérité, apprendre, c'est avancer. Si tu avances pas, tu recules déjà. Mmh. Ouais, je suis Mais d'accord. comment tu arrives à avoir ce recul où tu es dans un truc où tu as cette, comment dire? Tu es arrivé, au bout de ton aventure entrepreneuriale dans le sens où, tu as déjà dépassé le truc du premier exit, de la première vente et cetera, ça s'est bien passé, et donc tu te dis en fait, «OK, je crée ma seconde boîte, ça fonctionne, j'ai réussi à me réorganiser dans ma vie, donc c'est plutôt équilibré». Et à quel moment tu te dis: «Je vais arriver à trouver le recul de me dire: "Je suis pas au max en fait, je suis pas encore bon et j'ai encore de l'espace pour me former"», tu vois? Et de te dire: «En fait non, en vrai, c'est bon, je sais le faire», tu vois? J'ai fait 2 boîtes, elles fonctionnent. Pourquoi tu vas encore te former derrière, tu vois? Bah, en fait, c'est une vision purement, sportive et pragmatique. Ouais, Dire tu regardes les meilleurs sportifs du monde, bah, plus ils sont bons, plus ils ont de coach. ouais. Plus ils ont de coach, plus ils investissent dans la récupération. Enfin, tu prends Cristiano Ronaldo, Mmh. mec, il achète des machines de la NASA à plusieurs millions d'euros pour récupérer, pour s'entraîner, et cetera. Le cyborg. Et c'est un truc qui est accepté, qui est d'usage dans le sport. Si tu vas te bagarrer, toi tu me parlais de natation tout à l'heure, Léon Marchand, il va se bagarrer le Ah oui. matin à 6 h du matin pour gagner un centième de seconde. Ah oui, mais Ouais, c'est Et il est méchant. debout. ouais. Ah oui, mais c'est complètement ça, hein. En fait, c'est juste de la motivation pure et dure. Je pense qu'il y a un aspect où, même tu l'as dit tout à l'heure, en fait, à stagner, tu te fais chier. Tu te fais chier. Et donc, forcément, apprendre à te former, apprendre à optimiser les trucs, en fait, tu veux toujours aller plus loin, je pense. Tu sais, c'est vraiment l'ambition humaine. Et tu Hmm. vois, t'as créé quelque chose, t'as fini, bon, bah, on passe à autre chose. Je pense qu'il n'y a pas ce truc, tu vois, vraiment, bon, bah, t'as vendu ta boîte, bon, bah, t'as plus besoin de rien, etc. Bon, bah, je me couche là, et ça y Ouais, mais est. je pense qu'il y a aussi beaucoup de ton caractère là-dedans. En fait, je Oui, me oui, demande si, Oui, bien sûr. enfin, ce qui est sûr, c'est que le système tel qu'on le connaît aujourd'hui de la société n'est pas pousse pas les gens comme toi à faire ce que tu fais, tu vois? ça c'est vrai aussi. Donc, je trouve ça assez intéressant que toi, tu te sois auto-convaincu que, il fallait que tu ailles, au bout et que le sport t'ait apporté ces valeurs-là, tu vois? Et c'est d'ailleurs très dommage qu'en France, il y ait pas suffisamment d'investissement pour, que les jeunes apprennent à faire du sport et apprennent les valeurs du sport. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, parce qu'en fait, dans toute ton argumentation, ce qu'on retient à chaque fois, c'est que tu puises dans les valeurs que t'ont apprises le sport et que en fait, tu es mené par la Hmm. compétition, quoi. Donc c'est très intéressant. Moi, tu vois, j'ai fait assez peu de sport, en tout cas assez peu de compétition. Donc j'ai moins cet esprit-là. Je l'ai de plus en plus, et ça m'a aussi grandement ouvert avec l'école de commerce que j'ai faite parce que je voyais au contact de moi des gens qui faisaient des choses extraordinaires et je me disais: «Mais putain, il faut que je me bouge le cul, que je fasse des choses, quoi», parce que mais en fait, c'est par le la curiosité, le regard Hmm. autour de moi, tu vois? Ouais, du coup, Mais t'as commencé le paddle. ouais, c'est ça. Alors on va aller jouer. Vite. C'est sûr que tu joues au paddle, du coup? Bah oui. Comme un Évidemment. connard de chef d'entreprise de 31 ans. Évidemment. Eh oui. C'est tout à fait logique. Mais donc en fait, je voulais en venir sur entreprendre en France pour clore un peu cet épisode, voir, un peu à ton échelle, donc d'entrepreneur. Donc là, on a vu passer la taxe Zuckman, il s'est arrêté? Ah OK. On a vu passer tous les débats autour de la taxe Zuckman et de la fiscalité en France. Donc ça, sur les trop patrimoine plus de 100 millions. Mais, toi, en tant qu'entrepreneur français qui vit en France, qui, développe sa famille et cetera, ses entreprises, tout ça en France, quel regard tu as, toi, sur, le fait d'entreprendre en France et encore plus quand tu entreprends très jeune dès les études, quoi? Parce que est-ce que tu as, ressenti que c'était normal ce que tu faisais, que c'était un peu la culture française, à l'instar de la Silicon Valley, tu vois? Donc je sais que c'est pas le cas, mais, est-ce que tu te sens bien en tant qu'entrepreneur français, quoi? Non, enfin, honnêtement, non. Alors, déjà, en fait, en France, on est très, on aime bien mélanger les choses. Mmh. Donc ça veut dire qu'on va mélanger, Bernard Arnault et Simon Abbé. Bernard Arnault qui gère des centaines de milliers de personnes, des centaines de millions d'euros, voire des centaines de milliards d'euros, pardon. Et moi qui ai une petite boîte à mon échelle ou plein de chefs d'entreprise qui ont une boîte à leur échelle.
Aujourd'hui, le tissu économique en France, il est constitué à large majorité, de PME, de TPE, de micro-entrepreneurs, de micro-entreprises. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, et on l'entend beaucoup dans les médias, tu peux pas prendre l'exemple d'un Bernard Arnault ou de n'importe quel grand patron pour dire, bah voilà les entrepreneurs en France. Mais c'est Mm. pas vrai. Mm. Ouais, tu prends l'extrême. Tu Genre, prends vraiment, l'extrême. Alors, c'est pas mon débat, tu vois, la taxe Zuckman, est-ce qu'il faut taxer Bernard Arnault, etc. En fait, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais. On veut pas parler du vrai débat et on va te mettre, agiter ce chiffon à la télé pour te dire, bah voilà, on va taxer les entrepreneurs, etc. Mais bon, moi, mon avis, si tu me le demandes, c'est que à force de taper sur les entrepreneurs, à un moment donné, même les plus gros, ils vont se casser. Et d'un point de vue purement pragmatique, bah t'es perdant. Est-ce Mm. que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, c'est pas à moi d'en juger. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. En revanche, sur toutes les petites entreprises, nous, par exemple, mais t'es complètement mis au banc de la En société. fait, c'est ça ma question. C'est parce que même si t'es pas touché par la taxe Zuckman et que ça représente 1800 foyers, et que c'est très petit, etc., c'est ce que ça veut dire de la France, en fait, Hmm. tu vois. Et du besoin des médias de dire, bon, on a envie de taper sur ceux qu'entreprennent et à quel point ça peut nuire à l'innovation et à l'entrepreneuriat, tu vois. C'est comment est-ce que ce genre de phase médiatique impacte négativement les entrepreneurs en France, tu vois. Et quelle idée ça met dans la tête des jeunes de se dire, en fait, j'ai pas envie d'entreprendre, vu qu'il y a des chances que demain, je me fasse ouvrir en fiscalité, tu vois. Alors, il y a plein de trucs dans ta question, j'essaie de rien oublier, Ouais. mais aujourd'hui, un jeune qui va entreprendre, il va entreprendre. Mm. En fait, la question, c'est est-ce qu'il va entreprendre en France ou est-ce qu'il va entreprendre à Dubaï, aux Ouais, ouais, ouais. États-Unis ou ailleurs? Bah, plus ça va être difficile pour lui d'entreprendre en France, mais là, je parle pas que des taxes, je parle aussi de tout ce qui va avec. Mm. Plus ça va être difficile de le faire, plus il va aller à un endroit où ça va être facile. Ouais. Et l'appât du gain va t'attirer ailleurs. Ça, c'est un fait. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans des événements, des trucs de networking et tout. Mm. Tu as de plus en plus de gens qui te disent, je veux partir. Nous, chez Atmada, on va pas cracher dans la soupe, dire la France c'est pourri ou quoi. Non, c'est pas vrai. Moi, j'adore la France, etc. Mais aujourd'hui, c'est difficile. C'est très difficile de créer une boîte, de gérer une boîte. Enfin, si tu regardes avec un peu de recul, tu crées une boîte en France. Personne ne t'aide. Alors, tu as quelques aides, la BPI, des trucs, mais dans le fond, personne ne t'aide. Tu crées ta boîte. Si elle marche, tu as un troisième associé, Ouais. l'État. Ouais. Si elle marche pas, personne va t'aider. Si toi, tu t'es fait chier à créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse, tu as payé de la TVA, tu as payé des impôts, tu as payé des charges sociales, tu as contribué au système général, Bien sûr. à défaut, hein, enfin, je veux dire, toi, pour toi, c'est toi qui es payé en dernier dans ta boîte. Mm. Tu payes tout le monde, après tu te payes s'il en reste. Si demain ta boîte, elle se foire, mais toi, tu as une main devant, une main derrière, il n'y a rien pour t'aider. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien. Donc, en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que oui, un chef d'entreprise, il peut bien avoir très très bien gagné sa vie. Et pourtant, tu as fait l'effort de contribuer au développement de la société. Donc, moi, tu vois, je trouve que c'est pas normal, entre guillemets. Tu payes toute ta vie. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, qu'on s'en rende compte, il gagne 1 euro, il en dépense 2 pour payer ses salariés. Ouais. Une fois que ça c'est fait, il va se payer un salaire. Imaginons qu'il est en SARL classique, il va payer 50% de contribution sociale, Mm. il va les verser sur son compte, il va avoir le système d'imposition que tout le monde a, sauf que lui, il n'a pas de chômage, il a une retraite de merde. Donc en fait, tu sais, c'est un peu un jeu où on se dit, bah, tiens, les chefs d'entreprise, vous êtes maso, on vous donne un os à ronger, et puis de toute façon, vous n'allez pas faire de bruit parce que vous avez comme objectif de gagner de l'argent, donc vous n'allez pas nous faire chier. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, aujourd'hui, je dis pas que c'est mieux dans les autres pays, mais tu as moins de fiscalité, tu as moins de paperasse, tu as moins de complexité. Mm. Enfin, vous vous rendez pas compte ce que c'est de gérer l'URSSAF, de gérer. L'URSSAF, c'est un site des années. Je pense que même l'URSS de Staline, ils t'en veulent pas hein, du site, ils en veulent pas. Mais toi, tu joues avec ce truc-là, Ouais. avec des milliards et des milliards. Mais des fois, c'est honteux. Donc, ouais, moi, j'assiste à une génération qui a envie de partir. Mm. Et cette génération-là, elle est silencieuse parce que les Bernard Arnault, les Xavier Niel font du bruit. Mais toute la majorité silencieuse qui part, bah, en fait, tu vas te rendre compte quand c'est trop tard. C'est archi intéressant. Et pourtant, tu dis la nouvelle génération, mais en soi, t'en fais déjà un peu partie, enfin, de cette génération-là qui a créé il y a moins de 10 ans, quoi, et qui recrée encore en ce moment.
Donc toi, en fait, ce qui te garde ici, c'est l'amour de la patrie, quoi. C'est parce que tu aimes la France, que tu as grandi ici, etc. Ou parce que là, tu as quand même énuméré plein de difficultés. Donc pourquoi tu pars pas, en fait, tu vois? Bah, globalement, partir, c'est bien, mais partir pour où? Ouais. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai des scénarios dans ma tête. Moi, j'ai des objectifs dans ma vie. Mmh. Encore une fois, je vais pas cracher sur la France, du tout. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui est top pour plein de choses. C'est un pays qui dysfonctionne pour plein d'autres choses. Très honnêtement, si je pouvais partir là, maintenant, pour un projet et pas en mode fuite, Ouais, je partirais. ouais, Je partirais. C'est un des projets. Moi, j'ai envie, dans les 3 prochaines années, d'aller aux États-Unis, par exemple, ouais, ouais. Avec le développement d'Atmada, comme tu me avec le disais. développement Ouais, ouais. d'Atmada. Il Mmh. y a une logique fiscale, mais pas que. Mmh. Il y a aussi une logique du poids qu'on te met sur les épaules, du poids administratif, du poids de tout, comment on te sert en fait en tant que chef d'entreprise. Ouais, il y a un vrai sujet à le faire. Mmh. Et, et j'ai pas forcément ni peur ni honte de le dire. Alors ça déplaît, j'en ai parlé une fois sur LinkedIn, je me suis fait défoncer la gueule. Je m'en fous. Aujourd'hui, moi, la France, entre guillemets, je lui dois rien. Mmh. J'ai été à l'école publique, j'ai eu des soins de santé. En revanche, j'ai créé des boîtes en France qui ont payé énormément de charges sociales, énormément d'impôts, énormément de TVA, énormément de choses. Je pense que la balance, c'est pas qu'elle est neutre, c'est qu'elle est largement en ma faveur. Ok. Donc si je pars, j'ai aucun souci avec ça. Et celui qui a un souci, bah, c'est qu'il n'a pas compris comment ça fonctionne une soustraction. Donc, en C'est vérité, ce que les détracteurs t'ont répondu sur LinkedIn quand t'as dit ouais, ça? les mecs me disent tu craches dans la soupe, c'est honteux, la France t'a tout donné, etc. Bah ouais, mais qu'est-ce que je lui ai donné moi en retour, Ouais. en vérité? Qu'est-ce que je lui ai donné en retour? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle elle me donne? Honnêtement, moi, la France, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle me donne? Bah, honnêtement, pas grand-chose. Je te prends un exemple con, on est en Île-de-France, tu vas être bien soigné, tu payes une tonne de ta poche. Ah oui, et les détracteurs, la mutuelle, c'est à mes frais. Parce Mmh. que je suis chef d'entreprise, donc je suis niqué aussi. Donc en fait, la santé, pas terrible. L'éducation, bon, pour l'instant, j'ai fini mes études, mes enfants iront à l'école. De ce que j'en vois du système éducatif, ça a quand même vachement régressé par rapport à notre époque. Et si Euh, tu veux que ce soit bien, tu mets dans le privé. Et donc tu payes. voilà, et donc je paye encore. Maintenant, les aides pour les chefs d'entreprise, j'ai rien. Je paye des salariés, je paye 1 euro. Il va récupérer 75, il va repayer des impôts, ça va tomber à 60. Mmh. Et moi, j'ai payé 2 euros. Donc il y a 1,40 € qui a disparu. Mmh. Je pense pas moi, mais encore une fois, c'est mon avis à moi. J'essaie de convaincre personne que les 1,40 € soient justifiés, en tout cas qu'ils soient bien employés. Ouais, ouais. Donc, en vérité, ouais, c'est ça, c'est de se dire, bah, moi, je veux dire, personne me retient. Et tu vois, les détracteurs, ils disent, si t'es pas content, casse-toi. Mais avec grand plaisir. Mmh. Sauf que moi, on parle de moi aujourd'hui parce que c'est moi qui suis devant la caméra. Mais des mois, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Et du coup, est-ce que tu conseillerais nous, par exemple, à 20 ans, de monter une boîte en France ou alors plutôt non, si on a d'autres opportunités, aller autre part? Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu as un marché français, que tu veux vivre en France, crée une boîte en France. Mmh. Si tu veux avoir un marché international, prends pas une boîte en France. Si tu as envie de partir vivre dans un autre pays, crée ta boîte dans un autre pays. En revanche, bah voilà, tu peux pas tricher non plus avec les règles en France. Donc si ton marché est français, tu dois avoir une boîte en France. Ouais. Si demain tu as envie de vivre en Asie, bah crée une boîte en Asie parce que Mmh. ça sera beaucoup plus simple et parce que tu auras une fiscalité beaucoup moins forte. Les États-Unis, mais c'est encore pire. Aux États-Unis, en 1 heure, tu as créé une boîte. Ouais. En 10 minutes, tu as un compte en banque. En 5 minutes, tu as une carte bleue. C'est de folie. Alors, je vais pas dire, les États-Unis, c'est le pays le plus exceptionnel du monde. Ça a aussi ses défauts. Mais pour un chef d'entreprise, c'était quand même à des années-lumière en termes de logistique. Pourquoi tout le monde te met Dubaï au panthéon de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Alors, évidemment, tu as toutes les questions fiscales. Tu as 0%. Ça, c'est un Enfin, fait. 9, je crois, si tu es résident français ou un truc comme ça. Ouais, maintenant, tu as des trucs, mais Ouais. faut que tu fasses quand même beaucoup de marge, beaucoup de chiffre d'affaires pour être Ouais. éligible. Ouais. Premier fait. Mais surtout, pour y avoir vécu quelques mois à un moment donné dans ma vie, tu as tout qui est fait pour que tu entreprennes dans de bonnes conditions. Alors, entreprendre au niveau administratif, mais aussi et surtout en termes de service, en termes de confort, en termes de plein de choses. Et ça, on s'en rend pas compte, mais entreprendre, c'est un vrai sport. Mmh. Donc, si tu es dans de mauvaises conditions, ta performance, elle n'est pas bonne. Si tu es dans de bonnes conditions, tu es meilleur. Tu es meilleur, tu fais prospérer ta boîte, toi, tu prospères à titre perso et tu avances là-dessus.
Donc en fait, les gens vont aller chercher évidemment la fiscalité dans certains pays, mais pour d'autres, juste des meilleures conditions, un peu plus de respect, un peu plus d'aide, un peu plus de facilité pour entreprendre et réussir tout simplement. Ouais, c'est un point assez intéressant, je pense qu'il n'est pas beaucoup soulevé ça, cet aspect de contexte, d'environnement, et j'imagine même d'image en fait, hein. Enfin, ça revient à ce qu'on disait sur la fiscalité, mais l'aspect de l'image que peuvent avoir les entrepreneurs en France, enfin ouais, c'est pas agréable quoi. Tu te fais taper dessus et tu passes pour quelqu'un qui veut faire de l'argent quoi. Alors Com- que Ouais. peut-être, mais tu peux aussi avoir envie d'innover, de juste améliorer la vie des gens voilà, ou faire d'autres choses. Tu sais, nous, on a avec Atmada une boîte pour laquelle on est censé aussi, dans certaines activités, trouver des clients à Mm. nos clients. Donc en fait, on a des clients, le commun des mortels va se dire, bah, il fait faire de l'argent encore plus à ses clients. Moi, j'ai 2 clients sur 3, si ce n'est 3 sur 4, qui va me dire, là, vraiment, Simon, j'ai besoin d'Atmada, parce que si je fais pas plus de tant de chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois, je ferme ma boîte, je mets au chômage tant de personnes, je mets au chômage tant de familles, et c'est la merde pour tout le monde. Et Mm. surtout, la personne pour qui c'est le plus la merde, c'est moi en tant que chef d'entreprise, parce que j'ai rien à faire. J'ai pas de chômage, j'ai pas d'aide, ma boîte, elle va s'arrêter, j'ai pas un euro. Ouais, c'est un Et réel C'est besoin. ouais, Et mais c'est c'est un autre violent. scope, tu vois. C'est un autre. Déjà, tu cadres les choses différemment. Et quand on te parle de la taxe Zuckman dans la presse, Ouais. mais ça c'est un fait, c'est vérifiable, n'importe qui peut aller vérifier, même les élus LFI qui nous cassent les bonbons sur tous les plateaux. C'est aussi le mois où il y a eu le plus de redressement et de liquidation en France depuis des décennies et des décennies. Mm. Donc en fait, soit tu regardes, j'utilise cette expression-là, l'arbre qui cache la forêt, Ouais. soit tu regardes vraiment la forêt. Ouais. Et la forêt aujourd'hui, elle est un peu en train de brûler en France, tu vois. Donc peut-être qu'il faut commencer par regarder où est le vrai problème. C'est une bonne question, ouais. Je vais pas me lancer en politique. Non, on pourrait y croire. On va faire un reel comme ça, on va Ouais. couper juste ce moment-là. En Vraiment France, pas. il y a un vrai problème. C'est un truc que je déteste et vraiment pas. Non, t'es bien dans ton domaine. Ouais, ça Tranquille, va. c'est ça. L'entrepreneur, ça fonctionne bien. Je viens de remarquer, la chemise est à la même couleur que le fauteuil. On va pas me voir. Je me caméléon en fait. C'est comme les présentatrices météo qui se mettent en vert. C'est vrai. Mais c'était volontaire. En fait, j'ai toutes les couleurs de chemise dans mon sac et je suis venu avec La une marron. pour chaque au cas où. Donc, merci beaucoup, Simon. C'était un plaisir de te recevoir. On a parlé de beaucoup de choses, mais je pense qu'on est quand même rentré bien dans le fond de ta vie. Et c'est cool de finir sur l'aspect plus général des entrepreneurs, de voir quelles sont les difficultés. Et c'est aussi beau, moi, je trouve, de voir quelqu'un qui a eu toute cette expérience et qui, au final, quand même décide pour l'instant de rester en France et de développer ces activités-là malgré les difficultés. Donc voilà, merci encore de venir un dimanche après-midi voir deux guignols. Mais Bon, non. on a un beau studio quand même. C'est vrai, très beau. C'est joli. On a, Très classe. J'ai tourné dans pire, hein. on a fait pire aussi. C'est vrai. À l'époque, on était ici même avec un vieux matelas tout niqué, un micro au milieu, un truc tout pourri. Toi, tu parles de ma chambre. Mais, Ouais, bon, on l'a fait là aussi, hein. Mais Mais il y avait la même table. ouais, c'est vrai qu'il y a Il y la avait même la même table. Donc, Il faut bien commencer quelque part. c'est ça, c'est ça. Et à vouloir trop parfaire les choses, à être trop parfait dès le début, bah tu fais rien et tu commences jamais, tu fais pas. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Donc, il faut décider de faire, il faut avancer. Merci encore, Simon, c'était un plaisir de Merci à savoir. vous deux Merci les gars beaucoup. de m'avoir invité et puis à la prod aussi. Et puis à bientôt. À Gros très bisous. bientôt. Merci beaucoup. Ciao tout le monde, abonnez-vous, likez, Bisous. partagez. Ciao, ciao. Ciao. Et c'est tout. C'était Super. top. Encore merci. Hein. Hop là. On est reparti. Tu sais que Il y a moi des aussi tout gros à l'heure je me moustiques, suis fait Il y a niquer. des moustiques de partout, c'est l'enfer. Trop la haine, frère. Il va en faire un gif qui tourne. Putain. Mais tout à l'heure, tu parlais, je voyais un, c'est en train de me piquer sur la main. Attends, on y va, on a 3 minutes après Oui, la carte pardon. est morte. On clap juste devant celle-ci. Allez, ça c'est du clap libanais ça. Donc